Donc, on va commencer cette soirée. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Justine et je suis la responsable du pôle alumni du BDE. Donc, je vais vous présenter aussi les autres membres. Donc, on a Camille, donc, Elena, Apolline et Alonis qui est à distance. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'organiser cette soirée et vraiment de présenter notre première soirée en présentiel. Donc, nous remercions toute l'équipe d'AgroParisTech Alumni qui nous a beaucoup aidé lors des recherches des intervenants et même pour la rédaction des questions. Et nous remercions également Nicolas Viard, donc sans qui la retransmission en direct en ligne sera vraiment très compliquée. Donc, nous sommes également ravis de compter des alumni dans le public. Donc, n'hésitez pas à intervenir pendant la soirée si jamais vous avez des remarques. Ça va vraiment enrichir les discussions autour du thème. Donc, maintenant, je vais vous présenter les différents intervenants que vous allez découvrir lors de la soirée. Donc, j'ai ici Anne-Laure Yoa, donc, qui est la responsable stratégie RSE chez Eurogroup Consulting. Donc, on a Maximilien Rouet, donc, qui est responsable des partenariats économiques durables chez AXA Climate. Donc, on a Frédéric Chaloni, donc, qui est fondatrice de Manitaria. Et enfin, on a Nicolas Berthomé, qui est consultant en biodiversité et climat chez Greenflex, donc qui est justement une ancienne entreprise où Maximilien Rouet a travaillé. Donc, je vais laisser Gaëlle faire une petite introduction pour AgroParisTech Alumni. Donc, bonjour à tous, bienvenue à la Maison des Agros qui est la vôtre. Effectivement, je suis Gaëlle Leray, je suis chargée, je suis responsable maintenant, responsable de la communication. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de coordonner la mise en place de ce type d'événement avec le pôle alumni du BDE. Chaque année, on en organise environ 3 ou 4 par an, toujours sur un thème. Aujourd'hui, vous savez, c'est sur le thème de la RSE. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir les autres soirées qui ont pu avoir lieu sur les agros au pouvoir, les agros dans la com, les agros solidaires à l'international. Donc tout ça c'est visionnable sur notre chaîne YouTube. L'objectif de cette soirée à notre réseau pour nous, c'est d'accompagner les étudiants dans leur orientation professionnelle, en leur permettant de rencontrer des alumni et notamment d'en savoir plus sur leur parcours. L'idée, c'est aussi de développer le lien intergénérationnel, le lien interpromo, qui est une des bases de notre travail associatif. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos idées, de vos retours, suggestions, pour qu'on continue d'améliorer la soirée, le dispositif, parce que en fait, cette association, c'est avant tout la vôtre et ce que vous en faites. Et c'est pour ça que je voulais également vous rappeler un petit peu les 3 piliers de l'association, ce qui fait vivre votre association qui est la vôtre. En premier, c'est de mettre à jour vos coordonnées, parce que ça nous permet d'avoir un annuaire qui est vraiment complet, sur lequel on peut s'appuyer pour réseauter. Toute la communauté peut s'appuyer dessus, si chacun fait un petit pas pour mettre à jour ses coordonnées régulièrement. Le deuxième pilier, c'est l'adhésion, parce que c'est le carburant qui fait vivre l'association, c'est ce qui nous permet de donner vie au réseau. Donc, ça, c'est important de le rappeler aussi. Et enfin, je rappelle qu'il est possible de s'engager en tant que bénévole. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont bénévoles parmi nous, qui nous aident ponctuellement ou plus de manière permanente. Il y a beaucoup de missions qui sont possibles en fonction de vos intérêts, vos aspirations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Et enfin, je remercie tous les alumni présents, Nicolas, Frédéric, Anne-Laure et Maximilien, et également Hélène Buteau, référente de l'évaluation et de la RSE à AgroParisTech, qui interviendra à la fin. Je vous laisse faire cette soirée. Merci. Merci Gaëlle pour cette petite intro. Donc, le thème de la soirée est la RSE. C'est un acronyme qui revient souvent dans l'actualité ces derniers temps. Donc, en effet, depuis 2001, il est obligatoire pour certaines entreprises de déclarer leurs activités extra-financières. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent déclarer ce qu'elles font pour prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc, depuis la loi Grenelle 2 en 2011, donc cette obligation touche maintenant une grande partie des entreprises. Donc, on va d'abord aborder la notion de RSE, puis ensuite aborder l'application en entreprise de la RSE. Je vais laisser la parole à Camille. Bonjour. Pour déjà un peu de contexte et que les personnes présentes dans la salle ne connaissent
un peu mieux. Est-ce que vous pouvez chacun présenter rapidement votre parcours, ainsi que un peu la spécialité que vous avez dans la RSE? Je commence. Alors du coup moi donc je suis une agro Paris-Grignon 83, donc ça fait déjà un petit moment. J'avais fait une spécialisation agroalimentaire et ensuite j'ai complété un diplôme par diplôme à l'ESSEC. Après je suis partie travailler 1 an au Japon en organisation interne dans une banque. Donc, voilà, un peu circonstances de la vie. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai rencontré Eurogroupe, qui était à l'époque un tout petit cabinet. Donc moi, j'ai fait quasi toute ma carrière chez Eurogroupe Consulting, qui travaillait dans le monde financier au départ, mais j'ai très vite bifurqué vers les parties industrielles et et c'est le lien avec la RSE, j'ai rencontré le monde du transport fret ferroviaire en 1997 et depuis, je suis très active dans les sujets de mobilité, et notamment de mobilité durable, mobilité douce, que ce soit les marchandises ou les personnes. Et puis, depuis maintenant 3 ans, j'ai contribué à la création chez Eurogroupe de toute notre practice autour de l'accompagnement des entreprises sur les sujets de transition. Et nous, les transitions, on y met transition environnementale, sociale, sociétale, et en mettant forcément l'homme au milieu. C'est notre façon de voir les choses. À ce titre aussi, on m'a demandé depuis maintenant un peu plus d'1 an de développer notre propre stratégie RSE chez Eurogroupe. Je suis responsable RSE, mais je fais aussi des missions de conseil à côté. On a peut-être l'occasion autour d'un verre de vous raconter ce que ça veut dire les balles. Donc je suis arrivée là-dedans finalement au fur et à mesure de ma carrière en ayant toujours cette graine agro qui restait là. Moi. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là. Nicolas Berthomier, je suis sorti de l'agro en 2019. J'ai fait apprenti en 2A et 3A chez Cavanac Maximilien, qui est bien aussi une grande coop agricole de l'Ouest de la France. J'ai fait GIP en 3A, c'est l'une des 2 spé, estampillé école de commerce de l'agro. Donc j'ai hésité typiquement à faire ESSEC par exemple. Après l'agro, j'ai raccourci un peu le temps en choisissant on va dire. Après j'ai fait du conseil en management chez un acteur de l'assurance, ce groupe ANA. Donc j'ai atterri à la Défense à faire des tableaux de reporting financier, j'étais assez loin de l'agro. J'avais au but de sortir de la bulle des sujets sur lesquels on est plutôt à l'aise. Sauf que ça a duré qu'1 an et demi parce que j'ai pris une petite claque existentielle, on peut dire, pendant les confinements sur le sens de ce que je faisais. Voilà. Non pas que c'était pas utile, faut différencier l'utilité du sens. C'est pas la même chose, j'étais utile mais le sens n'allait pas trop. Et donc j'ai rejoint Greenflex, en effet, que Maximilien connaît aussi, parce qu'il a cofondé avec la présidente de l'association Nouveau Monde, une des entreprises qui a donné Greenflex, et donc on fait beaucoup de choses, mais notamment du conseil en stratégie, et en stratégie de développement durable uniquement, et plus spécifiquement, on parle de carbone et de biodiversité, ou de RSE, le thème du soir, toute la journée. Alors bonjour, donc moi je suis Frédéric Chérini, donc je suis une agro Montpellier qui a fait sa 3e année à Paris et qui a rencontré son mari. Et après, donc j'ai fait 18 ans chez Kantar en marketing stratégique. Donc là, je m'étais aussi un peu éloignée. Et enfin, d'abord j'ai fait 10 ans en conseil en marketing stratégique et auprès de toute l'industrie agroalimentaire, mais aussi les pétroliers. Donc j'étais vraiment partie loin. Et puis au bout de 10 ans, en fait, j'ai pris des missions de direction qualité, en fait, et là, j'ai commencé à rentrer dans les sujets de transformation de culture, puisque mettre en place une norme ISO 9001 dans une entreprise de service, il fallait changer quelque chose, et donc j'ai commencé à rentrer sur ces sujets de transformation de culture d'entreprise, et encore un certain nombre de temps plus tard, en 2010, je me suis dit non là ça va vraiment pas, faut que je revienne. Donc j'ai fait un MBA en RSE dans une école de commerce et après j'ai pris des fonctions de responsable RSE dans une assurance. Où là j'étais encore beaucoup dans la transformation de culture sur différents sujets, mais notamment l'écoute des parties prenantes, qui est un sujet RSE, et puis aussi changer ses pratiques en disant voilà, peut-être qu'il faut intégrer plus l'environnement, les impacts, nos externalités, etc. Et tout ça, donc j'ai dépensé beaucoup d'énergie avec peut-être pas les résultats que j'escomptais. Je suis partie et surtout je me suis dit là il faut que quelqu'un m'aide ou quelque chose m'aide, et donc j'ai fait appel aux neurosciences.
parce que finalement le sujet c'est quand même comment changer nos pratiques, mais du coup nos façons de voir le monde et les choses. Et les neurosciences nous donnent des billes par rapport à ça. Pourquoi, quand on sait qu'il faut changer, on ne change pas, et comment lever les freins et emmener tranquillement les gens à se dire ah bah oui, en fait, il faut que je change, et j'ai envie de changer, et je vais changer. Voilà, j'ai peut-être parlé beaucoup, mais et voilà, c'est tout. Et voilà, je fais ça maintenant, et c'est pour ça que j'ai créé Manitaria. Non, on a peut-être. Bonjour à toutes et à tous. Pour faire simple, moi je suis, je vais jouer le rôle de grand témoin ce soir, puisque ça fait 23 ans bientôt que j'ai créé BeCitizen, et que donc je suis acteur très engagé sur ces sujets de sauvetage de l'espèce, voilà, appelons ça comme ça pour ce qui me mobilise. Et j'ai créé beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations avec un driver, une motivation qui est les enjeux du vivant, voilà, au cœur du système, et les organisations sont au service de ces enjeux, voilà, pour pas faire trop long. Donc, grand témoin sur ces sujets, et j'ai vu naître l'essentiel des acteurs aujourd'hui qui s'intéressent à ce qu'on appelle RSE ou autre. Et aujourd'hui, j'ai rejoint depuis quelques mois un assureur qui s'appelle AXA, et sa filiale qui se dédie aux questions de climat, qui s'appelle AXA Climate. Merci à tous. Donc, déjà, ça nous permet d'avoir quelques pistes sur ce que c'est la RSE, mais c'est vrai que c'est quand même une notion qui est pas très claire, surtout pour les étudiants. Souvent, on l'assimile au développement durable appliqué aux entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle définition vous redonneriez plutôt à la RSE selon vous et selon votre expérience? Une définition officielle. Oui, après, je vais être reprise aussi. Non, vas-y. Celle de la Commission européenne, peut-être que tu avais reprise par Bercy, qui en effet, si on synthétise l'application du développement durable aux entreprises, donc c'est plutôt juste dans ce que tu as dit, le développement durable est en lui-même, il y a plusieurs définitions, mais celle que je préfère moi, c'est la capacité, pouvoir permettre aux générations actuelles de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité pour les générations futures de pouvoir répondre aux leurs. Et donc, par définition, c'est ce qu'on peut appeler durable. Et donc, la RSE, donc, est définie comme la prise en compte des préoccupations, c'est le terme, il me semble bien, social et environnemental pour les entreprises dans leur business model, tout en restant économiquement viable, c'est aussi les termes. Et après, il y a l'ISO 26000 qui détermine des grandes catégories, mais je sais pas si vous voulez compléter ce qu'il y a derrière. Il y a du social et de l'environnement pour faire ça. Ouais, on peut parler des trois piliers, ouais. Et les trois piliers de développement durable, tout à fait. Qui sont l'économie, le social et l'environnement. Et là, c'est encore une autre notion, mais en fait, il y a des termes qui reviennent de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité forte et faible. Ou quand on parle de soutenabilité faible, on voit, vous l'avez tous vu, les trois enjeux économiques, sociaux, environnementaux, les uns superposés avec au milieu, en fait, les trois qui se recoupent. Et c'est ça le développement durable. Là où dans un schéma de soutenabilité forte, on voit l'environnement qui englobe le social, le sociétal, qui englobe lui-même l'économie. Et là, je laisserai mes confrères réagir, mais je préfère amplement la deuxième version. C'est un peu de marketing quelque part, mais ça veut dire que ce qui tient l'ensemble, c'est l'environnement, c'est les écosystèmes. Si demain ça ne tient pas ça, le reste ne suit pas. Notamment une société où tout se passe bien, si je simplifie. Et c'est quand un environnement est serein, stable, une société aussi, qu'on peut faire de l'économie. Mais c'est bien une finalité et pas un moyen. Enfin, c'est bien en troisième position et pas en première. Et c'est drôle parce que moi je les représente. Je connaissais pas ce truc qui englobe, mais en fait moi les trois ronds qui se croisent là, je les avais ouverts. J'avais mis en effet la planète d'abord, le vert qui permet la vie en fait et qui permet la vie de l'homme. Donc l'homme est par-dessus. Et l'homme a créé l'entreprise. Donc, en effet, on peut se passer de l'entreprise, on peut moins se passer de la nature, puisqu'elle nous fournit notre air et notre eau et plein de choses. Et du coup, l'idée aussi, c'est que, bien que l'entreprise soit au-dessus, c'est elle qui va avoir des impacts justement sur l'homme ou sur la nature, qui sont peut-être positifs, peut-être négatifs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire justement que cette entreprise, quand elle a des impacts, elle va créer de la valeur, elle va créer des emplois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des externalités positives. Elle a aussi des externalités négatives, comme
certaines peuvent polluer l'air, polluer les sols, enfin, voilà. Et c'est externalité, donc l'entreprise dit bah moi c'est pas mon problème, hein, j'émets des je sais pas des déchets, bah voilà, c'est à la société de s'en occuper. Et le fait de faire responsabilité sociétale, c'est d'intégrer ces externalités, justement de les internaliser, de dire quand j'émets du plastique, bah, c'est mon problème. C'est une façon de dire responsabilité sociétale de l'entreprise. Je pense que évidemment, il y a un terme moi, que je pense important dans RSE, finalement, c'est quand même cette notion de responsabilité. Déjà, c'est quand même c'est important. La deuxième chose, c'est que quand même aussi, ce qui était dans les définitions de la vision, c'est que c'est aussi normalement l'entreprise, elle est dans une, elle était, maintenant on essaie de forcer de plus en plus, mais l'idée c'était au départ l'intégration volontaire de ces éléments-là dans sa relation à ses parties prenantes, dans son business, dans son économie. L'urgence fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont maintenant plus imposées, plus obligatoires et tout ça, mais il y avait quand même cette notion vraiment de se baser sur la notion de responsabilité et d'intégration volontaire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et notamment parce que si on revient à ce sujet, je pense, des neurosciences et le changement que ça implique, à un moment donné, c'est quand même une vraie transformation pour certaines entreprises, pour certains dirigeants. Donc, pour revenir aux fondamentaux, vous avez tous et toutes vu qu'on a eu, il y a eu 30 millions de Pakistanais qui ont été inondés fin août. On a eu 50 degrés dans le nord de l'Inde en mars, avril, etc. Cet été, on a manqué d'eau en France. Je sais pas pour vous, moi j'ai eu mal au ventre jusqu'à la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'eau en France. Et est-ce que ça allait reprendre? Est-ce que la pluie allait retomber? Donc là, on a aussi des événements tangibles. Là, on est le 20 octobre, vous avez vu la température qu'il fait. Donc on est le 20 octobre à Paris, il faisait 24 degrés tout à l'heure à 15 heures. Voilà, donc on a des faits tangibles qui montrent que les conditions dont on parlait tout à l'heure physiques sont en train de changer. On maîtrise pas l'agenda, donc on peut le probabiliser et tout ça, mais on maîtrise pas l'agenda. Et la notion de responsabilité que tu as évoquée, qu'on se le dise, elle n'est pas du tout partagée. Alors, globalement, personne n'en a rien à foutre. Enfin, voilà, excusez-moi. Voilà, donc, on en parlait juste avant, moi ça fait 22 ans. Donc, on constate qu'il y a toujours beaucoup de femmes dans ces réunions de RSE, et c'est un signe, on disait tout à l'heure, c'est un signe que finalement, c'est pas sérieux. Le jour où c'est pas lui qui l'a dit. Ça date, ça fait mal quand même. C'était Claire Tutenuy, que j'aime beaucoup, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'Environnement, donc une association qui fédère des grands groupes, qui me disait ça déjà en 2003. J'étais très heureux de voir plein de femmes à une soirée sur la RSE. Il me disait non, Maximien, s'il y a plein de femmes, ça veut dire que c'est pas sérieux. On en est malheureusement souvent encore un peu là. Et du coup, la question de la responsabilité, donc de répondre de ces actes, est au cœur. Et encore, on est en France, dans les très beaux salons, en face du Louvre, etc. C'est quand même assez compliqué quand vous êtes à Bangalore ou quand vous êtes à Shanghai. Adresser ces sujets, ça reste un sujet, c'est un peu tricky. C'est pas, parler de RSE, pour moi, jeune génération, pour vous, les jeunes générations, c'est génial et il y a un avenir du point de vue business, du point de vue de la confiance dans l'avenir, est-ce que c'est pris au sérieux? Bah non, il y a quand même une culture de base qui est très égocentrée et qui est très moi ma gueule avant les autres. Donc se servir avant de se servir. Et c'est vrai qu'à l'agro, on a une culture un peu particulière où la notion de service, c'est pas anodin si on est là, la notion de servir, elle est quand même beaucoup plus ancrée dans d'autres espaces, aussi bien physiques. J'ai parlé d'autres pays, mais d'autres enseignements, même si ceux-ci évoluent. Et c'est le cœur du sujet. Donc après, il y a des experts qui s'orientent vers les sciences, les neurosciences ou les sciences cognitives. On a bien un sujet d'appréhension. Bon, bah, ça peut être bisounours, ça peut être un peu nunuche, un peu philanthropique, et ça peut être fondamental, la responsabilité qu'on considère comme notre rapport au monde, notre contribution individuelle et collective à mieux vivre, et ça, c'est pas partagé. Alors, je vais nuancer un tout petit peu. C'est moi, je trouve, enfin, en tout cas, que depuis 2 ans, je constate, en tout cas nous, y compris dans le métier qu'on fait Eurogroupe, hein, et la nature des
sujets qu'on nous met sur la table, il y a quand même des gens, il y a des choses qui bougent. Voilà. Peut-être ça bouge sans doute pas assez vite, ça bouge sans doute pas assez de façon systémique. C'est sans doute pas avec un regard que vous connaissez, que vous appréhendez. C'est là où les agros ont réellement des choses à faire, dans un regard chaîne de valeur. Et ça commence. Et voilà, toutes ces choses qu'on apprend à l'école, la vision du système, le vivant et tout ça, ça va être extrêmement précieux pour apprendre ça, y compris dans des sujets très organisationnels, techniques et tout ça. Et je trouve quand même que les sujets commencent à être mis sur la table. Je ne sais pas si on a les réponses, mais en tout cas, il y a des choses que, en tout cas, nous, on ne posait pas ces questions-là il y a quelques temps. Oui. Ce qui est positif, c'est que quand on dit aux dirigeants que leur stratégie RSE, ça doit devenir leur stratégie tout court. En fait, il y a pas, parce que quand on a une stratégie RSE dans un coin et une stratégie tout court dans un autre, on sait laquelle va servir à quel point de porte, enfin le meuble, on sait très bien. Donc, c'est les deux ensemble. Ça, c'est positif. Mais ce qui est encore décevant, et je te rejoins Maximilien, là où voilà, c'est un provocateur de dire que tout le monde s'en fiche, mais c'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà concrètement, les business des fois ils changent, mais ça va être sur 6% du business, ça va être sur 15%. C'est un bon début, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro, fut un temps, mais ça reste assez mineur. Et après, c'est toujours la question de, ok, c'est mignon votre truc, mais comment je crée de la valeur là-dessus, quoi. Et il n'y a pas encore de changement de logiciel, vraiment, quoi. Enfin, pour moi, en fait, le climat, par exemple, bon exemple, et fait plus l'actualité tout ça, mais c'est presque pervers un peu parce qu'en fait on a l'impression que c'est ça le problème fondamental, alors que le climat est un symptôme énorme, hyper important, mais c'est pas la maladie. La maladie, c'est vraiment notre façon de se développer, c'est de prendre du vivant en fait, quand on remonte toutes les chaînes ou de la géologie avec les énergies fossiles, qui ont été du vivant en tout un temps, de transformer ça. Quand on transforme en service, enfin en bien et en service, on émet des gaz à effet de serre, on émet les plastiques, c'est connu, plein de types de pollution, pollution de l'air, etc. Et à la fin, ce qu'on produit, souvent, on finit par le jeter. Et c'est ce modèle linéaire-là qui n'est pas durable du tout, en fait. Et voilà, dans ces externalités, il y a les gaz à effet de serre qui ont des conséquences déjà fortes. Et c'est que l'apéro, on n'est pas au dessert. Si on change rien, mais vraiment pas, en fait. Et ça, par contre, je suis pas sûr, enfin, je suis même sûr, c'est pas encore bien compris par tous. Après, c'est compliqué, hein, dire à un dirigeant, bah oui, ça veut dire peut-être ne plus le faire, ou le faire vraiment différemment, et là, on va en parler. C'est hyper intéressant, c'est le cœur du problème, c'est en fait, c'est la conduite du changement, ce qu'on appelle. Ça demande pas de juste changer des petits trucs dans un coin, c'est beaucoup au fond de ça, et là, on touche à la complexité de la nature humaine, enfin, au court terme, qui ne souvent pas sur le moyen ou long terme, etc. Bah, très intéressant, et justement pour revenir à ce que vous avez dit, les entreprises qui se demandent comment elles vont créer de la valeur par rapport à ça, c'est justement une question qu'on se pose. Comme on sait que souvent les entreprises, elles ont des objectifs plutôt avec des vues économiques. Quel est l'intérêt des entreprises aujourd'hui de développer une stratégie RSE? Enfin, comment l'entreprise en elle-même peut percevoir un intérêt pour Voilà, moi, je vais prendre le cas d'Eurogroupe, hein, parce que finalement, on s'est posé la question, nous, de qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse et pourquoi le faire. Pourquoi la cabinet de conseil en stratégie, organisation, management devrait faire formaliser, afficher des engagements, une stratégie RSE. Voilà. Donc, c'était absolument pas un sujet il y a quelques années. Enfin, voilà. C'était plutôt vu qu'on avait une secrétaire générale qui remettait ça régulièrement sur la table. Les associés étaient plutôt là en train de dire oh, t'es sûr, vraiment, mais regarde, on a des abeilles, on a fait des trucs, hein. Et puis sur le RH, on est super bon. C'est vrai qu'en France, sur le RH, on est super bon, donc on est super bon sur le RH. Et puis notre action dans la valeur actuariale, ça là, c'est vrai que manifestement, et puis on s'est quand même mis à faire un rapport RSE. Et on s'est dit qu'on faisait plein de choses. Très bien. Mais le rapport RSE, c'est bien, c'est pour le passé. Ça n'engage à rien. Enfin, voilà. Donc là, on a décidé de changer de braquet. Alors pourquoi tout d'un coup c'est devenu un sujet? Bah d'abord, on est une entreprise, c'est un sujet business, hein, parce que à la fin nos clients nous demandent. Nous en tout cas, on ressent une pression de plus en plus forte des acheteurs, enfin des achats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça devient des vrais critères. Avant, c'était 2% de la note, c'était gentil. Là, ça devient des vrais critères qui peuvent être peut-être pas éliminatoires, mais en tout cas qui commencent à être sérieux. On a besoin de se faire voter, on a besoin de un certain nombre de choses. Donc, un petit peu de contrainte et de pression, bah, finalement, ça aide à faire bouger.
Et puis, il y a eu des éléments de conviction, j'allais dire, est venu à la gouvernance de l'entreprise des gens qui ont des enfants qui ont vos âges, les étudiants. Non mais et là, du coup, la claque quoi, quand même. Donc moi j'ai 3 filles, elles ont entre 25 et 20 ans. Bah, ouais, elles vivent dans le monde d'aujourd'hui et elles interpellent. Donc du coup, là, oui, c'était pas les mêmes. Je veux dire, quand j'étais jeune consultante chez Eurogroupe, dans le parking de là où on était, c'était le concours de Porsche. Aujourd'hui, c'est le vélo, quoi. Enfin, ça n'arrive. Enfin, voilà. Donc, voilà, donc, je pense qu'il y a aussi un effet générationnel, d'une certaine manière. Il y a un effet de c'est du business. Il y a un effet, c'est de la réglementation. Et puis, il y a un effet d'une certaine forme, quand même, de conviction. On dit, il faut que les choses changent. Voilà, nous, on est assez convaincus que quand on est une entreprise créée en France, qui a ses locaux en Île-de-France, bah, on a de la responsabilité sur l'écosystème juste autour de nous déjà, nos fournisseurs, ça, on va pas les prendre n'importe où, on fait attention. Et puis quand on fait des missions de conseil à l'autre bout de la France, bah, si on peut avoir un partenaire qui lui est local, on va chercher à sourcer des partenaires locaux, des plus petits. Voilà. Et donc finalement c'était aussi une évidence, enfin, ça devient un peu une évidence. Alors après la marche elle est compliquée parce que de là à sortir des engagements, c'est déjà autre chose. Donc on a travaillé à quoi? On a fait faire presque du climat d'abord aux associés, et c'était obligatoire. Après au management group et après aux consultants. Donc toute la boîte l'a fait. On développe un programme de formation avec Centrale Supélec, dont nous on fait une partie des modules et eux font les autres. Et là pareil, la boîte va le faire. Donc là il y a 25 personnes. Donc on investit lourdement dans la formation, pas que pour être compétent avec nos clients, mais pour contribuer à cette sensibilisation. Et puis, on va bientôt afficher nos engagements et avoir tout un plan d'action derrière. Et on a fait effectivement l'année dernière notre premier bilan carbone. J'ai eu des réactions en me disant pourquoi tu me demandes comment je viens au bureau. Je lui dis bah parce que Pour te pister. parce que j'ai besoin de savoir comment tu viens au bureau pour pouvoir faire notre bilan carbone, mais c'est ma vie privée. Je lui dis bah non, c'est ton chemin au travail. Si t'as un accident, c'est l'employeur qui est concerné. Moi, je te demande pas comment tu vas en vacances. Voilà, il y a encore des réactions comme ça. C'est marginal. Mais bon, voilà. Et nous, en fait, un cabinet de conseil, hein, notre principal truc, c'est les déplacements. Hein. Donc, l'enjeu, c'est, voilà. Et on réfléchit et on va sans doute développer ce qu'on appelle des outils pour chaque mission, être capable de calculer le bilan carbone d'une mission, être capable d'avoir des dialogues avec les clients en disant, bah, oui, mais dans les modalités d'exécution, on fait comment? Sur le numérique, on fait comment sur les déplacements? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vienne à tous les copiles à Toulouse? Toulouse, c'est compliqué d'y aller en train, donc on fait comment? Enfin, voilà, donc on va travailler tous ces sujets-là de façon très précise, plus une réflexion, mais qui là est plus compliquée. Je pense que je suis pressée pour avoir un débat. C'est la mesure de l'impact, parce que je pense que si un cabinet de conseil demain n'est pas capable de dire si un scénario ou un autre a plus ou moins d'impact sur les critères ESG de son client, bah, ça va devenir compliqué. Donc là aussi, on veut s'engager là-dessus. ESG, économique, social et gouvernance. Plus ou moins le synonyme de RSE. Moi, j'aime bien par rapport à pourquoi une entreprise fait ça. Il y a un dessin que j'aime bien, c'est une entreprise qui va être que sur le pilier économique. Donc, c'est comme si vous imaginez le dirigeant qui est assis sur un tabouret à un pied. Donc, lui, il pense que à sa marge, machin. Donc, vous voyez bien que c'est pas très stable. Et que s'il est sur 3 piliers, économique, social et environnemental, il va être plus stable. Et en fait, le truc business, c'est aussi de dire on réduit les risques, parce que quelque part, si on fait n'importe quoi sur les 2 autres piliers, la partie prenante, l'ONG ou les salariés ou les fournisseurs risquent de se rebeller et donc vous augmentez vos risques si vous faites, vous pensez que le profit. J'ai oublié le point attractivité. Bah oui. Parce que franchement, là, pour le coup, en ce moment, c'est quand même la guerre des talents, hein. On va pas se le cacher. Voilà, et je pense que c'est vous regardez et vous avez bien raison. La réalité de nos engagements aussi sur ces sujets-là.
Là, j'ai encore un dessin que j'ai vu dans Le Point, en plus. Alors, Le Point qui est vraiment pas le truc le plus en avance, mais c'est une DRH qui est en face d'un jeune diplômé, enfin, qui passe un recrutement et qui dit, quoi, des toilettes sèches et de la permaculture, mais vous êtes sûr que vous voulez pas une voiture de fonction? Et donc, en effet, le décalage. Moi, je peux dire, en fait, je crois pas du tout dans l'aspect. Il finit toujours les gens, mais... Non, mais je vais être très concret. Le côté, j'ai des valeurs, je me sens partie prenante de l'humanité, etc. En fait, ça, j'y crois pas du tout. Voilà, c'est 25 ans d'expérience qui me le font dire. Donc, il peut y avoir des exceptions quand la personne à 50 ans et plus est devenue multimillionnaire et se dit finalement c'est quoi le sens de ma vie. Mais globalement, jusqu'à 50 ans, il y a de quoi faire beaucoup de dégâts. Voilà. Et du coup, les vrais moteurs aujourd'hui, ça s'appelle la taxonomie verte. C'est une réglementation européenne non votée, hein, donc elle est très puissante, non coercitive quand même, mais voilà. Donc regardez la taxonomie verte qui définit ce qui pourra être financé demain de ce qui ne pourra pas. Deuxièmement, des directives, une batterie de directives avec des acronymes comme on aime bien incompréhensibles, mais si vous les tapez, vous aurez voilà, donc CSRD, SFRD, etc. Toute une batterie de directives qui finalement contraint le monde économique à s'engager dans la divulgation de son impact, dans la mesure de son impact, dans ce qui met en œuvre, et puis d'autres acronymes plus internationaux comme TCFD ou TNFD pour structurer le monde financier vis-à-vis du dévoilement de ses actions en faveur de la nature et du climat. Ça, c'est du tangible. Évidemment, je rêverais que nous soyons tous des étudiants engagés jusqu'au bout, mais j'ai pu constater au quotidien qu'en fait, les gens qui vont dans une entreprise, ils vont pas dans une ONG, ils vont pas au Louvre, ils vont, enfin voilà. Vous savez que si vous décidez d'exprimer votre talent artistique, vous risquez de galérer un peu pour avant de gagner de l'argent, et si vous allez dans une entreprise, c'est plutôt pour faire de l'argent. Donc après, il faut pas s'étonner que l'entreprise, évidemment, soit motivée par le profit, puisque ça, quelque part, c'est sa raison d'être. Voilà. Donc après, il y a des mouvements aussi en France sur l'entreprise à mission qui va définir la raison d'être, sur B Corp qui vient des États-Unis pour évaluer l'entreprise et sa correspondance vis-à-vis de ces sujets de responsabilité. Mais ne nous méprenons pas, il y a bien un driver de contrainte où l'État a encore un rôle, là où il reste des États. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui cherchent à déstructurer les États, défilocher tout ce qui a été construit au 19e. Mais il y a encore des États-nations, il y a encore des supranations qui cherchent à maintenir un degré de cohérence. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est l'étape d'après. Et l'étape d'après, en fait, c'est une espèce de grosse inquiétude sourde du monde de l'entreprise sur le fait que s'ils font pas le job, eh ben en fait, l'État va commencer à sérieusement réguler. Et que ça va être la fin de la fête du slip. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est la fête du slip. Tout le monde fait à peu près n'importe quoi. En peignant en vert autant qu'il peut, etc. Parce qu'il y a un niveau d'asymétrie d'information. Faut pas se méprendre sur mon propos. C'est pas des gens volontairement destructeurs ou qui auraient un noir dessein. Non, non. Les dirigeants sont des gens normaux qui pensent à leurs enfants, qui pensent à leur avenir. C'est pas ça. C'est qu'il y a une telle asymétrie d'information réelle entre la perception de l'impact réel de l'entreprise sur son impact, que en fait l'essentiel des acteurs, qu'ils soient financiers ou dirigeants, ne prennent pas la mesure de l'impact. C'est pour ça que, comme je disais alors, il y a un moment il va falloir dimensionner les impacts, dimensionner les scénarios. Et je finirai sur la raison pour laquelle j'ai rejoint AXA Climate, de manière très concrète. Après 20 ans, même plus, à essayer d'évangéliser en parlant de nouveaux modèles économiques, stratégie, j'ai été, on va dire, lassé du faible impact que je pouvais avoir avec les équipes. Et chez AXA Climate, le très fort changement, c'est qu'on a accès aux data d'un assureur, des algorithmes de descente des scénarios du GIEC. C'est-à-dire que là, pour la première fois, je n'ai plus à dire, oh, regardez, il fait chaud, il y a des morts, oh là là, il faudrait que vous soyez responsable. Mais je voyais dans le regard de mon interlocuteur, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il est couillon honnêtement, certains me le disaient, mais la majorité le pensait et je le ressentais. En pratique, aujourd'hui, on va dire, en 2030, voilà la descente des scénarios du GIEC pour tes assets, pour tes actifs. Voilà ton usine. Est-ce qu'elle va encore avoir de l'eau? Est-ce que tes entrepôts vont pas s'envoler avec les ouragans?
Est-ce que ta supply chain va encore, voilà, est-ce que tes ouvriers à Bangkok vont encore pouvoir être logés, ou est-ce que les logements de tes ouvriers vont être inondés? Voilà. Donc là, je bascule d'un monde d'engagement, d'advocacy, où quelque part, j'en appelais à une conscience ou à des valeurs qui, encore une fois, peut-être existent, mais s'expriment peu, à un monde où je fais aucun appel à des valeurs ou à une conscience, je suis tangible sur des assets, sur des actifs. Voilà, en toute probabilité, la probabilité que ton actif qui vaut aujourd'hui 200 millions d'euros vale dans quelques années, très tôt, on peut le probabiliser, tiens, c'est dans 5 ans, ça vale 0. Ça, c'est beaucoup plus concret. Je parle plus de valeur, je parle plus de responsabilité, c'est plus incantatoire, c'est concret. Voilà. Et donc, la vraie rupture qu'on vit aujourd'hui, pour résumer ce que je dis, elle est régulatoire, réglementaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout un faisceau de contextes coercitifs pour contraindre les entreprises. Je les ai cités, mais qu'une partie. Et deuxièmement, il y a la possibilité aujourd'hui de dimensionner le coût financier, économique, social, etc. Un client, voilà, qui s'appelle Michelin pour pas le nommer, évoquait que déplacer une usine, ça se fait pas comme ça. On a modélisé le travail, le risque sur telle ou telle usine, et il dit oui, cette usine-là, c'est 10 000 salariés, c'est 10 000 maisons pour ses salariés, c'est les routes pour amener les salariés, c'est les cantines pour nourrir les salariés. Vous voyez tout le truc, quoi. Donc il dit c'est 20 ans pour préparer le déménagement de l'usine. Donc on est très content de savoir. Comme ça fait. Voilà. T'as les mêmes sujets aujourd'hui avec des gestionnaires d'infrastructures, qu'elles soient ferrées, routières, aéroportuaires, qui se disent mais demain, est-ce que je vais avoir la ressource initiale pour entretenir, pour renouveler une voie, et ça. Et c'est quoi? C'est l'eau, les minerais, et ça. Donc c'est là aussi. Ça devient extrêmement concret. Et ils ont besoin de gens qui sachent leur dire. Et là, d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'ils posaient la question et en disant, mais surtout, répondez pas tout seul. Allez trouver des experts en minerais, machin et ça. Et donc le BRGL, le machin, le CEREMA, c'est intéressant de voir que il faut ce genre de choses, mais ils se posent ces questions-là très concrètement maintenant. Donc et là, on touche. Et pour paraphraser, là, je discutais avec une coopérative française que je peux pas nommer, et qui me disait, on a un problème pour les jeunes, le renouvellement de nos adhérents, parce que les jeunes se disent, est-ce que mon métier d'agriculteur a encore un sens? Est-ce que demain il pleuvra? Est-ce que demain mon blé, mon maïs ou ma betterave, elle poussera encore? Voilà, donc c'est ça va dépendre. Ça va dépendre. Voilà. Et ce qu'il veut dire, c'est que si il n'y a pas de renouvellement des générations, si la coopérative elle-même se dit, oui, mais si j'ai plus d'agriculteurs qui font de la betterave, comment ça? Mon usine, ma sucrerie, elle fait comment? Etc. On a bossé pour un acteur qui fait des légumes en boîte, voilà. Les petits pois, ils vont devoir remonter au nord. Et il faut 4 heures. Enfin, vous pouvez pas avoir plus de 4 heures entre la collecte des petits pois et l'usine. Si les producteurs de petits pois remontent de 200 km, il faut que l'usine remonte de 200 km. Bref, donc c'est très très concret. Et que ce soit la producteur de petits pois ou une usine de pneus, on est bien dans un contexte où là, il faut anticiper. Et du coup, ça devient très concret et c'est le sous-jacent de la stratégie. Comment vous voulez faire une stratégie si vous ne savez pas quel est l'avenir de vos actifs, de vos clients, de vos fournisseurs? Si j'essaye de résumer, en gros, vous pouvez imaginer l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients, la réglementation, et en fait, c'est des pressions, on peut appeler ça comme ça, qui font de la RSE aujourd'hui. Autant de l'extérieur, plutôt les clients que les fournisseurs, parce que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est quand moi j'achète, que j'ai un poids, je mets la pression sur celui qui me vend. Et après, voilà, la réglementation, on en a parlé, notamment européenne. Et l'interne, je suis content qu'on en parle, c'est essentiel, en fait, la fuite des talents. Alors, il y a les deux, il y a les faire venir et les garder. Et là, les entreprises comprennent bien qu'il y ait un baby-foot dans l'open space, ça suffira pas pour être dans le cliché, mais à peine, en fait. Voilà. Et après, je suis content d'entendre ce que tu dis, Maximilien, parce qu'en fait, en effet, faut être concret. Faut leur dire qu'un monde à plus 4 degrés, la plupart des entreprises qui existent actuellement n'existeront plus, ou en tout cas pas du tout sous la forme qu'on les connaît. Donc ça peut faire peur, mais bon, c'est en fait de la science qu'il y a derrière. Et on peut vite se dire aussi, ok, mais moi je suis combien des pourcents des émissions françaises ou mondiales? En fait, c'est pas la question.
faut arrêter de regarder le voisin, faut s'occuper de soi, moi je fais mon truc. Et si tout le monde fait ça, en fait, on va s'en sortir, c'est aussi simple que ça. C'est la fameuse roue de l'inaction qui est parfois mentionnée. Si on la simplifie, c'est un peu les citoyens, les entreprises et l'État, enfin, les politiques. Chacun attend l'autre. Chacun attend l'autre. C'est l'État va dire, pour commencer par eux, bah les entreprises, elles, leur besoin, c'est, enfin leur raison d'être, c'est de faire du business. Je vais peut-être pas les embêter. L'emploi, tout ça va y avoir des conséquences. Les entreprises vont dire, bah moi je vends, on m'achète encore mes produits dans les magasins. Et les citoyens vont dire, bah moi c'est ce qu'on me propose d'acheter et l'État il fait rien. Bref, c'est toujours la faute de l'autre, quoi, si je simplifie. Si chacun s'occupe de soi, on y arrivera. Et des fois, c'est quand même pas négligeable non plus sur les grosses entreprises. Hier, on faisait un bilan carbone, une grande coopérative aussi. On a calculé, c'est 0,18% de l'empreinte carbone française quand même à eux tout seul. Je commence à être tout à fait négligeable non plus. Voilà, donc faut être factuel et il faut leur montrer que en fait, c'est part de leur survie à terme. Même pas la survie de l'entreprise, la survie de l'espèce. Ah oui. On discute de l'extinction de l'espèce, le vivant ça ira, la planète ça ira, c'est bien l'espèce. On ne perçoit pas, mais imaginez, et on en a discuté avec pas mal de scientifiques, que les pluies ne soient pas revenues. Les pluies ne sont pas revenues en France. Bon. Pourquoi elles reviennent? Ah ouais, c'est bon, elles reviennent. Parce que en fait, on a tellement dans notre tête le fait qu'il y aura un automne après un été, mais en fait, il y a des tels bouleversements au niveau des grandes masses d'air, d'eau, etc. Et de notre vivant, c'est tout à fait possible, probable, etc., etc. Donc, c'est pas l'entreprise, c'est l'organisation du vivant avec nous comme espèce, avec le privilège immense que nous avons de vivre en France, démocratie, sécurisée, éducative, système de soins. Donc, remettons l'église au milieu du village, la RSE, c'est le truc absolument indispensable, et on revient sur ce que tu as dit, la responsabilité individuelle et votre pouvoir à vous étudiants. Merci d'écouter, merci à vous de l'avoir organisé. Vous êtes responsable de tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant, de tout ce que vous allez pouvoir agir en tant que citoyen, demain père ou mère, frère, sœur, électeur, participant dans un mouvement associatif, dans vos courants religieux si vous en avez, peu importe, vous avez au moins 15 manières d'exprimer cette responsabilité pour faire bouger les lignes, et je vous encourage à le faire. Et Alice Franco, enfin, les petits gestes pour répondre aux grands problèmes, un collégien comprend que c'est un problème. Enfin, franchement, à un moment, il faut mettre la barre là où elle doit être, très haute. Enfin, donc, soyez exigeants avec vos employeurs, soyez exigeants pour un réveil écologique, s'amuse à détecter le greenwashing sur LinkedIn, c'est très bien. Enfin, faut y aller, quoi. Faut pas Time for the Planet. Time for the Planet. Alors, il y a une petite histoire sur ça, c'est qu'en fait, du coup, on est une entreprise qui dégage pas de dividendes financiers que des dividendes climat. Mais en fait, juridiquement, dans la loi française, on ne peut pas être une entreprise qui n'a pas de but économique, sauf si on conditionne le versement des dividendes financiers à un événement. Et du coup, Time for the Planet ne versera pas de dividendes financiers tant qu'on sera parvenu à la température de l'ère pré-industrielle. Ouais, donc on a fait un tour de passe-passe qui est légal, je vous rassure, mais c'est un tour de passe-passe quand même, pour créer, le fondateur qu'on fait ça, c'est pas moi, mais pour créer une entreprise qui n'a pas de but financier, mais qu'un but de préservation du climat. C'est quand même dingue, quoi. On est en 2022, ça fait 40 ans que les experts du GIEC nous disent on va se prendre un mur, et il n'y a toujours pas possibilité de créer une entreprise qui n'a pas pour but, qui n'a pas un autre but que celle de faire de la plus-value financière. On marche totalement sur la tête. Mais bon, ça, c'est au niveau État, clairement Europe, même en plus. Si un jour vous avez l'occasion d'avoir des niveaux de responsabilité tels, je vous encourage à changer les lois ou je sais pas quoi. Mais prenez les niveaux de responsabilité. Vous avez tous entendu parler de Greta, j'imagine. Voilà, je sais pas quelle est votre réaction. Moi, à chaque fois, je l'admire et je pleure en même temps. Voilà, quel courage et intelligence, etc. Et tout le monde peut être Greta, entre guillemets. Voilà. Donc, chacun à son niveau, évidemment. Chacun a son territoire d'expression. Vous avez vu, récemment, les sportifs ont été interpellés. Récemment, très récemment, c'est des artistes. Voilà. Donc, la responsabilité, elle est, quelle que soit votre activité, elle est à questionner. Et on peut la questionner ensemble. Et l'agro, en tant qu'ingénieur du vivant, est une école d'exception, puisque le vivant c'est le vivant qui est au cœur.
Voilà, donc ça a été dit, le système, la capacité à penser le système, la capacité à s'interroger sur l'humilité de la vie. Voilà. J'espère vous transmettre un peu de la foi que j'ai dans le vivant et des ingénieurs du vivant comme solution. Merci parce que en fait, vos réponses, ça nous a permis vraiment de comprendre les enjeux autour de la RSE et de voir à l'échelle globale en fait. Et donc maintenant, on va redescendre un peu et avec Justine, elle s'intéressait plutôt à comment ça s'applique concrètement du coup, dans le quotidien au niveau du travail dans la RSE. Voilà. Donc, je poursuis une question sur l'organisation du travail. Donc, déjà, la question générale, c'est comment s'organise le travail autour de la RSE pour vous? Donc, notamment, je pense dans le conseil, quels sont les interlocuteurs dans les entreprises? Est-ce que vous travaillez seul, plutôt en équipe? Ou si vous travaillez en équipe, est-ce que chacun a plutôt une fonction spécialisée ou plus généraliste? Donc, c'est une question qui est assez large, donc qui vous a commencé. Alors en fait, dans ta question, il y a deux questions. Moi, j'en entends une première qui est finalement, si je prends par exemple Eurogroupe en tant qu'entreprise, comment moi je fais pour faire de la RSE chez Eurogroupe. Alors moi, j'ai effectivement cette responsabilité, mais qui est une mission qui m'est confiée. On a choisi que ce soit un associé qui la porte parce que justement, on voulait que ce soit les dirigeants et les actionnaires de la maison qui se sentent responsabilisés là-dessus. Et après, on a aussi choisi de ne pas avoir de service ou de direction dédiée, mais faire en sorte que chacune de nos fonctions, les gens qui font du RH, les gens qui font de l'IT, les gens qui font des achats, bah, ça soit leur problème aussi. Donc ça doit être intrinsèque à leur activité. Je sais pas que c'est facile tous les jours, hein, mais par exemple, typiquement, on a challengé le gars de l'IT pour le renouvellement de nos flottes. Déjà, on n'achète rien, on loue, mais on avait fait prolonger le contrat de détention de nos ordinateurs. Et par contre, Orange, pour ne pas les citer, poussait beaucoup au renouvellement de nos téléphones. Et on avait fait la fresque du climat, et les consultants avaient dit, on pourrait peut-être avoir des trucs un peu plus recyclés, on pourrait peut-être avoir des machines, ça. Et donc là, quand il y a eu cette annonce de dire, on va changer le truc, on a dit, on va pas se laisser faire comme ça, parce que évidemment, il faut que c'est intéressant économiquement, donc ils jouaient sur la fibre économique de l'entreprise. Et là, on leur a dit, bah non, on va discuter différemment. Et donc, on a décidé de prolonger tous les trucs. Et alors, la première réaction, ça a été, alors le pauvre, là, si jamais il y a un associé qui débarque et qui lui dit que son téléphone n'a plus de batterie, on fait comment? L'associé, on va les ébrouiller, on va lui donner un autre, et puis voilà. Donc, voilà, il y a toujours cette boucle de retour qu'essaye de faire les choses. Mais voilà, donc nous, on a plutôt essayé de faire en sorte que ce soit dans la vie de tous les jours, et dans le quotidien, que les choses doivent se changer et se faire. Voilà, et c'est maintenant aussi des choses importantes, c'est que dans la gouvernance de la maison, donc ça veut dire dans les instances où on se réunit, où on parle entre nous, on prend des décisions, c'est maintenant à l'ordre du jour. Voilà, c'est systématique. Donc voilà, c'est des petits pas, mais ça fait que du coup, là, quand on s'est mis à parler de sobriété énergétique, on s'est dit, mais alors nous, ça veut dire quoi pour nous? Enfin, il y a des choses qui, je pense, il y a quelques années, n'auraient même pas été abordées. C'est rentré dans les mœurs. Dans les mœurs. Et la dernière chose qui manque, non, parce qu'il manque quelque chose, et je pense que je vais proposer qu'on y travaille, c'est que dans le système d'engagement, d'objectifs, même d'évaluation, hein, des collaborateurs dans leur parcours professionnel. Alors, on a des tas de choses sur les compétences, sur la capacité d'encadrer les équipes, de les manager, de les développer. Je pense qu'il manque à voir quelque chose un peu sur ces sujets-là. À imaginer, je sais pas quoi, mais voilà. Donc ça fait partie des. Voilà. Donc quelqu'un chez nous, il peut pas dire, j'ai pas du tout envie d'encadrer un consultant. Il peut pas dire, j'ai pas envie de faire du recrutement. J'ai pas envie d'aller voir un client. Donc, sans doute qu'il faudrait qu'on trouve quelque chose. Je sais pas quoi, mais. Peut-être pour parler du conseil dans un cabinet un peu classique avant le conseil en tant que associé et fondatrice de ton entreprise. Du coup, là, on a un bon exemple de l'interne d'une entreprise. Eurogroupe est un cabinet de conseil, mais on parle bien de l'interne de Eurogroupe, et donc ça ressemble finalement à ce qu'on pourrait faire en RSE dans n'importe quelle entreprise. Et donc pour l'externe, pour essayer de répondre à toutes tes questions, donc on est souvent 4-5 sur les missions.
Alors ça dépend, je pense, de chaque cabinet de conseil. Nous, on est structuré en 8 expertises, on appelle ça. On a un peu une expertise estampillée agro. Et on a plutôt tendance à mettre que des agros pour les clients agro, ce qui est très bien pour plein de raisons, parce que nos sujets sont quand même un minimum techniques quand on parle d'agriculture, d'élevage, etc. Ça s'improvise pas trop. Il y a un défaut à ça, c'est que du coup, on n'est peut-être pas les plus experts sur notamment les relations parties prenantes, qu'on a mentionné. Donc, comment, en fait, je prends en compte les attentes de mes parties prenantes, donc clients, fournisseurs, tout ça, je ne le refais pas. Donc, ce qu'on essaye de faire, en tout cas pour Greenflex, c'est en fait d'aller choper, d'aller prendre la compétence encore plus poussée chez nos collègues qui sont experts de ci, de ça, etc. Si sur un client agro, on fait une stratégie bas carbone, mais que l'enjeu de l'économie circulaire revient assez fort, on va clairement faire des points en interne pour apprendre de nos experts économie circulaire pour l'inclure dans notre stratégie bas carbone. Donc, c'est l'idée. Après, je ne sais plus s'il y avait d'autres questions particulières. Quels interlocuteurs? Ah oui, tout à fait. Alors, en général, directrice, directeur RSE ou responsable RSE, mais plutôt au poste de direction. On va pas se mentir, plus c'est haut, mieux c'est, parce que plus c'est haut dans l'entreprise, plus la personne va avoir du pouvoir, et plus on croise les doigts pour que des choses concrètes se fassent. Mais c'est souvent à ce niveau-là, directeur, directrice RSE. Et notre challenge un peu, c'est d'aller convaincre le grade juste d'au-dessus, qui est la direction générale, enfin le ou la directrice générale. Voilà, donc c'est plutôt sympa le conseil rien que pour ça, c'est de pouvoir avoir accès à des gens comme un petit peu de poids dans leurs entreprises, de manière assez vite après l'école, même directement dans l'école si vous faites des stages, voilà. Ce qui en fait, quand on fait pas du conseil, prend peut-être un peu plus de temps. Enfin, en tout cas, c'était une frustration quand j'ai fait autre chose que du conseil avant de reprendre le conseil, c'était de me dire, bah, j'aimerais bien quand même parler à des big boss pour que les choses avancent peut-être plus vite et plus fort. Voilà. Après, moi, donc, mon entreprise, elle est assez jeune, elle a à peine 2 ans, et je suis vraiment sur le sujet de la mobilisation. Donc, et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les clients peuvent être de la RH, parce que justement, il y a des enjeux de marque employeur, d'attractivité, etc., ou de donner du sens dans l'entreprise au-delà du baby-chou. Et ça peut être des managers de direction commerciale qui aussi veulent faire des choses, parce que des fois dans les grosses entreprises, vous avez la direction RSE qui décide un peu sa politique, et puis la direction commerciale, elle voudrait aussi faire des choses, voilà, pas attendre qu'on lui dise faut faire ça mais pas ça. Donc aussi, donc, ils peuvent prendre le sujet aussi. Moi, j'ai vraiment des directions dans des banques, genre direction commerciale et marketing, qui prennent le sujet pour voilà, embarquer leurs équipes. Parce que finalement, c'est ce que tu disais, il faut que ça diffuse partout. Enfin, si on attend que la RSE donne le ton et que les autres appliquent, enfin non, il faut vraiment que ça aille, que ça soit intégré dans les métiers de tout le monde. Et après, c'est aussi la RSE, mais voilà, moi je trouve que, en tout cas sur ces sujets mobilisation et engagement des collaborateurs, je retrouve tout un panel en fait de clients. Et alors après, dans les équipes de chez moi, c'est simple, on est 2, donc c'est surtout moi qui suis chez Rambo pour l'instant. Voilà. Mais ceci dit, là j'ai fait 20 ateliers, 20 fois le même atelier chez un client, parce qu'il faut déplacer les 400 salariés dans une sensibilisation RSE. Donc, ça serait bien qu'on soit plusieurs, parce que du coup ça ne se démarrait pas sur 4 mois. Voilà. Pour répondre à la question, moi j'aimerais dire qu'il y a 3 axes. Il y a un axe sectoriel, un axe métier et un axe d'enjeu. Sectoriel, c'est alimentaire, luxe, automobile, aéronautique. Métier, c'est RH, finance, usine, opérationnel, etc. Et expertise, c'est climat, biodiversité, eau, mixité sociale, etc. etc. Voilà. Donc, de ces trois axes naissent beaucoup de combinaisons. Hein, on a tous fait un peu de mathématiques, donc il y a beaucoup de combinaisons. Il y a des niveaux de maturité très différents. Hein, les secteurs qui sont aujourd'hui plus matures, c'est les secteurs qui s'en sont le plus pris dans la figure. Donc, par ordre d'apparition, l'énergie, la chimie, voilà. Et les derniers secteurs, finalement, c'est l'agro, voilà, pour pas les nommer. Et puis la communication, très récemment. Donc les services, voilà. Fashion aussi. Voilà, les derniers, c'est fashion, c'est les services d'une manière générale, voilà. Ensuite, pour prendre le sujet, ça a été dit, mais c'est important de le rappeler, en
En fait, la grande difficulté, c'est que c'est un sujet transversal. Ça. Donc, dit transversal, dit c'est pas très loin de systémique, c'est pas très loin de pluridisciplinaire, vous me suivez, vous voyez venir. Donc ça demande une certaine capacité à aller vers l'altérité, à parler à des gens qui parlent pas ta langue, à parler à des gens qui n'ont pas ton système de valeurs, à parler à des gens qui voilà. Donc on passe dans la catégorie supérieure dans le jeu vidéo, c'est que il faut pas mal se remettre en cause. Un dialogue, il y a un émetteur, un récepteur. Et la règle du durable, c'est qu'en fait, l'émetteur et le récepteur, de manière un peu structurelle, ne parlent pas la même langue. Voilà. Donc une difficulté d'avoir des adaptateurs, des traducteurs. Les agros sont très bons pour ça. Voilà. Les agros sont très très bons pour pouvoir parler un peu avec tout le monde sans comprendre le fin de chaque métier. On est plutôt gentil, on écoute, on essaie de faire réfléchir et on s'adapte extrêmement bien à plein de situations. Et voilà, parenthèse, mais c'est essentiel parce qu'on est là pour parler aux jeunes. Donc les agros ont cette particularité-là, avec, je dirais, un coup de plus qui est, il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre après les études. Voilà, je fais partie de ces gens comme vous qui avons eu la chance d'avoir une formation plutôt scientifique. Et il y a quand même un truc qui est très compliqué à apprendre quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est les fondamentaux scientifiques. Voilà, quand vous n'avez pas eu une formation de base sur ce que c'est qu'un atome, une molécule, ce que c'est que l'ATP, et je rentre pas dans les détails, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous pouvez sortir les rames, et c'est très compliqué après. Voilà. Alors que effectivement, avoir une formation scientifique et s'approprier des connaissances et de la culture assez fondamentales sur d'autres sujets, c'est possible. L'inverse est moins vrai. Voilà, donc un vrai atout, je trouve. Après, je suis peut-être complètement chauvin et un vieux con, ça, je vous laisse. Mais en tout cas, moi, je pense que, et je l'ai expérimenté comme vous, hein, que c'est un vrai atout d'avoir eu cette expérimentation de l'altérité. Et oui, dans nos formations, bah, quand on fait le stage agricole et qu'on va dans une ferme, on ne sait pas où on tombe. Quand on va voilà, dans la diversité de nos formations, on apprend pas mal d'altérité. Alors, je suis conscient que ça change beaucoup, que maintenant les césures sont autorisées dans plein d'écoles, que vous êtes tous maintenant des jeunes hyper forts, vous avez fait double, triple formation, ce qui était moins le cas à notre époque, hein, j'avoue, j'assume. Mais en tout cas, les ingénieurs vivants sont quand même vachement plus adaptables et ils sont recherchés pour ça, hein, honnêtement, au niveau des cabinets de recrutement, des cabinets de conseil. Il y a une plasticité, je ne vais pas dire neuronale, mais plasticité, parce que neuroplasticité. Neuroplasticité, ouais. Pas neuroplastique. Et donc pour finir sur AXA Climate et le conseil chez AXA, aujourd'hui c'est 200 personnes, dont 50 consultants. Et sur l'émission, en fait, la base, quand vous tirez le fil de c'est transversal, c'est du pluridisciplinaire, la base de la base, c'est de reconnaître qu'on n'est qu'une partie d'un tout et d'aller chercher dans l'écosystème les compléments. Donc c'est une démarche d'humilité qui va bien aussi avec l'agro. En fait, c'est commencer par dire, bah, voilà jusqu'où je sais, et d'essayer de définir le périmètre de connaissance. En général, il va pas très loin, on va être très très honnête, hein. On va pas très loin, mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc collectivement, on ne sait pas grand-chose. Collectivement, on doit écrire sur une page qui est assez blanche. Et donc c'est surtout une démarche d'aller chercher les compléments, les compétences, en disant bon, voilà, moi je maîtrise ce petit bout-là, et toi. Voilà. Donc ça aussi, ça nous va bien parce que bah, on sait faire avec les typologies, enfin tous ces machins qu'on a appris à l'école. On a aussi une démarche, je pense, assez ancrée en nous, d'aller demander aux autres. Et toi, tu fais quoi? Voilà. Et c'est, je rebondis là-dessus parce que nous, en groupe, on est quand même un cabinet d'une certaine taille, on est assez quand même généraliste, on est multisectoriel et on a plutôt une bonne connaissance des secteurs dans lesquels on est. Mais sur ces sujets-là, voilà, on fait des choses, mais on se développe, mais on n'a pas la prétention de devenir des experts et d'intégrer toutes les expertises. C'est pas possible. Parce que d'abord, on n'arrive pas à les maintenir et tout ça. Donc nous, on a besoin de gens qui sont plutôt justement avec un background scientifique, ou un background technique, ou un background sociologique, pour être capable d'appréhender ce monde complexe, parce que c'est à nouveau des sujets de monde complexe. Et par contre, de savoir qui sont finalement les bons sur le carbone, qui sont les bons sur la biodiversité. Et on a cette chance à l'agro, dans le réseau, que
Enfin, finalement, il y en a un peu près partout. Et donc, on va les trouver. Et puis après, il y a beaucoup d'organismes, il y en a des professeurs qui sont actifs de l'école, qui sont actifs dans des organismes aussi qui peuvent prester et tout ça. Et donc, c'est très riche. Et c'est franchement un vrai plaisir d'arriver à... C'est plus compliqué de fonctionner les équipes, mais c'est aussi un vrai plaisir de se dire, ben voilà, on va répondre à 4, 5, 6 structures pour essayer d'appréhender la question posée par le client, quoi. Et on apprend beaucoup en faisant ça. Vous demandez peut-être, que ce soit en interne, en tant que consultant, est-ce que je vais aller faire de la RSE? Je suis pas un expert non plus de la RSE, même si je suis un agro ou une agro. Faut pas trop s'inquiéter. Dans notre ADN, voilà, on va pas répéter, mais il y a plein de choses qui font que on a quand même une base qui est plus solide que plein d'autres. On apprend plutôt vite et je te rejoins de toute façon. Si on va sur un sujet très technique sur une mission, on va appeler un ou une chercheur de l'INRAE typiquement pour comprendre des choses. Et l'idée, c'est de pouvoir synthétiser après, de permettre de prioriser aussi pour les clients. Et pour ça, faut pas être expert de chez expert sur tous les sujets du monde. Faut pouvoir être solide et aller chercher les bonnes personnes, quelque part un peu bien s'entourer. Mais il n'y a aucun souci, on a toutes les compétences pour faire de la RSE. Et même, j'ai tout le temps la question au téléphone de ceux qui veulent faire un stage chez nous pour Live Carbone. J'ai jamais fait de bilan carbone de ma vie. T'inquiète pas, c'est un outil Excel, on va te former pendant 2 journées. Et après, tu poseras des questions et tu auras pas. Mais ça va, oui, et on évite de mettre les stagiaires que sur du bilan carbone non plus, mais ça va bien se passer. Enfin, faut ayez confiance en vous. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut en principe. Non, puis vous avez vu aussi que, enfin, c'est drôle d'ailleurs, aucun d'entre nous, au tout début, on n'était pas câblés pour ça. Enfin, on a plutôt fait des choses un peu différentes. Et voilà, et ça peut être aussi une richesse de se dire à un moment, je commence dans ça parce que j'ai un secteur qui me plaît. Puis après, je veux œuvrer là-dedans aussi. Donc, voilà, moi je suis convaincue que, en tout cas, c'est des réflexions qu'on peut avoir dans les cabinets de conseil, que même certains nous posent en disant, mais alors du coup, est-ce qu'il y a des clients avec lesquels vous voulez vraiment pas travailler? Est-ce qu'il y en a qui sont perdus pour la patrie? Bonne question, vaste question, qu'on n'a pas voulu trancher pour l'instant. On s'est dit, a priori, donnons sa chance à tous. Par contre, il y a certaines missions qu'on n'aimerait pas faire. Donc, nous, il y a plutôt des missions peut-être qu'on ne fera pas, parce qu'elles seront vraiment, on pense, c'est une grosse bêtise ou ça va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour justement la planète et tout ça. Par contre, exclure complètement des clients, nous, on est plutôt dans l'idée d'essayer d'accompagner les transitions. Donc, pour l'instant, c'est non. Quand j'ai un des gamins qui me dit qu'est-ce que tu fais papa comme job, toujours une paire de manches sympa. Et la bonne pirouette que j'ai trouvée, et c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est je suis médecin des entreprises. Voilà. Et un médecin, il refuse pas un client, c'est dans le, il refuse pas un patient. Voilà. C'est dans le serment d'Hippocrate. Donc quel que soit l'état du patient, vous l'accueillez, vous le soignez. Et après, si le patient veut absolument tel ou tel médoc, c'est là où le médecin peut dire, bah non, je suis désolé, je vais pas te filer tel médoc, c'est pas bon pour toi. Donc on est dans l'analogie sur... En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très complet et vraiment terminé par cette belle analogie avec le médecin. Donc maintenant, on va laisser un peu le temps aux questions pour le public. Donc n'hésitez pas à lever la main en présentiel si vous voulez poser une question. Ou sinon, si vous êtes en distanciel, vous pouvez directement prendre votre micro et parler. Ah, il y a une question dans le public. Oui. Oui, tu peux parler directement. Alors moi, j'avais une question un peu sur le côté communication sur la RSE, surtout en interne des entreprises. Je me posais des questions sur déjà la traçabilité et la transparence des actions menées au sein des entreprises en termes de RSE. Et aussi, est-ce qu'il y a un volet vulgarisation pour, par exemple, d'autres pôles d'une entreprise, justement appuyer sur l'impact que la RSE peut avoir au sein d'une entreprise. Est-ce qu'il y a déjà tous ces travaux qui sont mis en place en termes de vulgarisation, transparence et communication sur les actions concrètes menées par le pôle RSE pour inspirer les autres pôles de l'entreprise? Alors, en règle générale, moi, de ce que j'ai vu dans les entreprises, quand il y a une direction RSE, oui, elle fait de la communication interne, elle a des relais, elle anime le réseau en interne, elle communique sur les actions. Voilà. Après, la vraie question, c'est quoi les actions? Enfin, tout le sens, Comment c'est reçu? voilà, et comment c'est reçu? Est-ce qu'elle change? Est-ce que c'est des choses qui changent profondément le business?
pas, ou est-ce que, mais bon, dans la RSE, il y a aussi des actions sociales, il y a aussi des actions comme ça, il faut pas négliger ces volets-là. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a des entreprises, en général, si elles font des choses, elles s'efforcent de le communiquer à l'interne, aussi très régulièrement à l'externe. Il y a des vigies qui sont là pour alerter si ça semble être trop du greenwashing. Mais oui, et puis moi, ce que je constate aussi, et dans les écoles, et dans les... Mais d'ailleurs, on a parlé beaucoup d'entreprises, mais moi, je considère aussi qu'il ne faut pas oublier toutes les collectivités. Le public. Le public est extrêmement important, et ils sont aussi nombreux. C'est eux qui achètent énormément. Il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'urbanisme, dans l'immobilité, qui sont extrêmement prégnantes aussi sur notre territoire. Donc, faut pas les oublier, c'est des acteurs importants, qui d'ailleurs cherchent aussi du monde pour travailler. Donc, voilà, donc c'est aussi un des endroits où il se passe des choses. Et donc, voilà, et d'une manière générale, il y a énormément de formations aussi qui sont faites. Tu en fais, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est tout à fait sur les bons registres? Je pense que comme dans tous les programmes de changement, ça va être un peu de temps, mais ça passe par là, ça passe par mettre les choses sous les yeux, la réalité des chiffres, la réalité des trucs, et on voit que mon mari est dans la pharma, ils ont fait la presse du climat, mais ils ont eu des gens à qui ça a fait un choc, hein. Et il a fallu accompagner ces personnes. Ils ont eu besoin d'un accompagnement après. Pour avoir envie de bosser, pour machin. Donc je pense que, enfin voilà, donc c'est aussi, ça te fait rire, mais... Non, mais ça me fait rire parce que j'ai un copain qui est devenu collapsologue. Il me dit, c'est ta faute, tu m'as fait lire la BD de Jean Comici. Je lui dis, oh. Ouais, voilà. Mais voilà, donc faut savoir aussi que finalement, ça se fait, et voilà. Non, mais il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Après, pour rebondir là-dessus, je crois que c'est Segos qui avait fait une étude l'année dernière. Enfin, il y a eu plusieurs études qui montraient qu'il y avait un énorme décalage entre ce que les responsables RSE pensent communiquer et ce qui est reçu par l'interne. Et moi, je l'ai vu parce que dans le client dont je vous parlais, où je suis allé faire 20 sessions de sensibilisation, c'était 3 jeux, et le deuxième jeu, c'était pour faire découvrir la démarche RSE de la boîte. Et les gens tombaient des yeux, en fait, alors qu'il y avait eu des mails, des annonces, des coups de dire qu'on avait parlé. Enfin, du point de vue du management et de la responsable RSE, ils avaient déjà tout fait, communiqué dans tous les sens. Et je pense qu'il y avait 10% qui étaient arrivés aux oreilles de l'interne, quoi. Donc du coup, c'est vrai que la communication interne, c'est le puissant fond et le. Mais quand je t'entends, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est ça le sujet? Parce que si c'était vécu, enfin, si c'était tellement visible, tellement vécu, tellement à changer des choses, même dans le quotidien du vécu des salariés, tu n'aurais pas besoin de communiquer. Ouais. Tu vois, enfin, je pense qu'il y a des choses, nous, on a des débats avec la cantine. C'est bête, hein, mais sur les choix viande, sans viande, pas machin, ça. Mais à la fin, il faut que ça se voit. Donc si c'est juste la cantine qui met un petit panneau ou qui te fait ton SMS en te disant il va y avoir machin, mais si dans la vérité quand il va, c'est toujours très compliqué de manger sans viande, c'est pas crédible. En soi, ça n'a pas de sens qu'il y ait un dirigeant qui fasse de la RSE et qu'on communique dessus, ça devrait être fait naturel, et c'est comme l'égalité femmes-hommes et plein d'autres sujets, en fait. Enfin, le fait d'en parler, c'est déjà un souci quelque part. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais en même temps, on peut plus dire en même temps dans ce pays. Mais en fait, c'est que communiquer, enfin, faire de la communication et du marketing, c'est pas des gros mots non plus, en fait. En fait, on peut inspirer des gens, on peut se mettre en avant et d'autres vont nous suivre, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste qu'il faut faire attention, comme tu disais, il y a des vigies. Typiquement, j'aime bien dire, faut plutôt regarder le quantitatif que le qualitatif dans les rapports RSE. Je suis moins polluant, plus vert, etc. Oui, mais de combien? J'ai baissé mes émissions de carbone de 6%, et ben c'est 6%. C'est factuel. Vous faites votre avis là-dessus. Mais on peut pas le critiquer. Alors que dès que c'est du qualitatif, des fois on n'a pas le choix, notamment sur la biodiversité, c'est assez dur de quantifier les choses. Mais sur plein de sujets, on peut sentir le loup quand c'est que du qualitatif et qu'il n'y a pas de quantité. Petit point. Et après, peut-être dernier sujet que tu as évoqué, c'est la vulgarisation, que ce soit en interne ou en externe, c'est absolument essentiel. Et je vais peut-être me rejoindre, mais en fait, dès que ça devient trop technique, pompeux, c'est le scientifique plus ou moins qui explique sa tambouille.
les gens ils décrochent, y a aucune image nette qui se crée dans leur tête, donc pour eux c'est juste un brouillard. Ils retiennent rien, ils vont rien faire derrière, on leur a juste pris du temps et de l'énergie et on va les saouler et bon, voilà. Donc faut que ce soit très concret, j'en ai pas déjà évoqué, très factuel. Et les termes un peu techniques, il faut savoir ne pas trop les utiliser et peut-être des fois simplifier. C'est un peu plus faux que si on vulgarisait pas, mais au moins c'est absorbé et ça peut diffuser. Cette image de diffusion elle est très intéressante dans les entreprises et même je dirais d'appropriation. Il faut que chacun se l'approprie. Pour que chacun se l'approprie, faut voir concrètement ce que ça veut dire et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Voilà, c'est des idées très générales, mais les RSE, c'est ça qui est compliqué. C'est transversal, c'est complexe, faut simplifier. Après, moi, on a commencé par la définition de la RSE. Moi, j'ai un petit peu de mal avec les termes, en fait. Je pense qu'il a perdu, enfin. Ça vient, je veux bien qu'on se disperse pas parce que la question me semblait intéressante dans son implicite. En fait, tu poses la question du coup du sens et de la pollinisation, pour reprendre des termes. Pour répondre de manière structurée, en fait, à de rares cas près, ceux qui ont des valeurs, mais les contraintes peuvent bloquer les valeurs. Le changement n'est pas spontané, l'engagement pour l'altérité n'est pas spontané, et donc il y a deux facteurs, intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque, c'est tes valeurs et tu as une puissance liée à ta famille, à ta naissance, à ton contexte personnel, qui fait que tu vas avoir une capacité intrinsèque à t'engager et donc à écouter les messages et à t'intéresser. Encore, c'est marginal. Statistiquement, c'est marginal. L'essentiel de la mobilisation, elle est extrinsèque, c'est-à-dire soit une contrainte, ce qu'on appelle le bâton, soit une carotte, une contrainte qui est positive. Donc ça, c'est très formalisé. Ça fait plus de 10 ans avec Anne Gouillon, présidente de l'APTA, que je salue, présidente de l'Association des anciens, qui me forme sur ces aspects-là, et elle est brillantissime. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on sait que la mobilisation, l'engagement, etc., faut arrêter de rêver. C'est essentiellement par des motivations extrinsèques, carotte ou bâton. Et donc, il faut que tu en tires un bénéfice perçu immédiat. Voilà. Du coup, après, on peut mettre des milliards dans la sensibilisation, voilà, mais tous ceux que ça intéresse verront que la communication sur l'anti-tabac ne sert à rien. Les milliards qui ont été mis ne servent à rien. Ce qui sert, c'est quand le paquet de cigarettes augmente. Et voilà. Donc, et les exemples sont abondants. On a écrit dessus avec Anne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est dans une approche un peu nunuche, un peu molle, un peu ouais, je vais t'expliquer, tu vas voir, je vais te conscientiser, on est à côté de la plaque, en vrai. Voilà. Les hommes et les femmes ont des vraies contraintes extrinsèques, donc occuper les enfants, payer l'appart, tout ça, ou la pression du patron. Et ces contraintes extrinsèques, il faut les prendre en compte et les contrebalancer par d'autres contraintes extrinsèques, les KPI, donc les indicateurs de performance, on va te mettre du développement durable dedans. Voilà, donc ça, c'est que je le veuille ou que je le veuille pas, mon patron a mis des objectifs de développement durable. Donc si je veux, il faut que j'avance. Voilà. Et c'est ce qu'on a tous connu, que ce soit avec nos amis, en couple, avec nos gamins, etc. Vous verrez avec vos gamins demain. Il y a un moment, tu peux dire, ah si, j'aimerais bien que tu te mettes à bosser quand même. Tu peux dire 20 fois, voilà. Et puis à un moment, c'est carotte et bâton. Voilà. Et on l'a tous connu, on est passé par là. À de rares exceptions près, il y a des gamins qui le font de manière intrinsèque, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez rare. Donc on est dans un schéma où, dans la vraie vie, quand on est adulte, ça fonctionne pareil. Et donc l'effet de mettre à disposition des bonnes pratiques, et je suis passé par là, ça sert à rien, en vrai. Voilà. Donc, tu te fais hyper plaisir, tu dis voilà. J'ai fait les premiers trophées de l'économie positive en 2006, j'étais hyper fier en termes d'ego, là. Au niveau narcissique, c'était super. Voilà. En termes d'impact, voilà. Donc je reboucle avec la réglementation. Je reboucle avec la responsabilité, tout à l'heure ça a été évoqué, de vous en tant que gamin, ou de vous en tant qu'électeur, ou de vous en tant que frère, sœur, cousin, cousine, etc. Ça, j'y crois. La pression, carotte et bâton. En dehors de ça, Le facteur. Les neurosciences disent quoi sur la carotte et le bâton? non, justement, c'est issu des neurosciences. Hein. Moi, je rejoins en fait, la question, il y a quand même un vrai problème de communication et enfin, le prix Nobel récent, il a évoqué, c'est un problème de culture aussi scientifique, comme les gens sont plus ni fils de paysans, ni des connaissances scientifiques. Donc en fait, on peut communiquer les gens, ils arrivent à convaincre les gens de manger sans viande, même quand ils ont des besoins de viande, de manger sans gluten. Donc la communication aussi a un grand rôle, il faut partir du fait, justement, ne pas être
trop technique. Il faut partir du fait que la plupart des gens en France n'ont pas les fondamentaux scientifiques. Donc, on repartit de leur niveau en fait, de connaissances pour communiquer de la façon dont ils peuvent comprendre. Puisque la phrase, c'est bon, il y a des gens qui arrivent à convaincre des millions de gens même s'ils n'ont aucune allergie gluten, de manger sans gluten, même s'ils ont des besoins en viande, de manger sans viande. Donc, moi, je pense que la communication, elle est, comment dire, essentielle, mais c'est vraiment justement d'arriver à trouver les bons leviers de communication, en fait, tout en justement savoir partager notre culture justement scientifique, mais de façon simple, pour que les gens puissent adhérer, on leur explique, voilà les conséquences. Bon, les données aussi sont très très importantes, mais les expliquer ensuite de façon simple. Et ça marche justement aussi, puisque justement il y a des gens pour des pratiques, comment dire, un peu aberrantes, qui arrivent, rien que par la communication, à convaincre les gens. Justement, attention à la polysémie. Communication, c'est normé, c'est un métier, c'est un métier. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont payé, non, c'est pas parce qu'il y a c'est pas les véganes qui ont payé, ils n'avaient pas d'argent, pour qu'on devienne vegan. C'est pas, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui nous échappe, qui est une espèce de mème, mais qui échappe complètement au monde de l'entreprise. Et on se fait submerger. Mais c'est pas de la communication. Voilà. C'est quelque chose qui est... Non, mais justement, le but, c'est l'impact, les conséquences. Mais ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été voulu. Comment dire, c'est voulu par les gens qui font du marketing, justement, c'est comme pour l'histoire des viandes synthétiques, etc. Donc, il y a une démarche, justement, comment dire, il faut avoir, justement, une démarche de communication aussi. Alors, pour donner peut-être un éclairage, parce que en fait, ce que dit Maximilien, c'est que moi, je pense que quand tu parles de la carotte et bâton, c'est plus les dirigeants qui vont être très sensibles. Après, en intérieur, justement, quand le dirigeant a décidé de faire des modifications, enfin, une démarche RSE, etc., il y a une étude de Bain qui dit que 88% des objectifs RSE ne sont pas atteints. Et parce que le dirigeant a dit, bon, bah, maintenant, c'est comme ça, on fait comme ça, et que personne n'a compris, que personne n'a adhéré, et puis ils ont dit, il a dit ça, mais il n'a pas mis d'intéressement, donc ça, moi, je continue à faire pas de carotte, pas de bâton, mais aussi parce que même si on mettait enfin, il le ferait, mais un peu en freinant des cas de fer, en faisant plutôt la lettre, mais pas l'esprit, enfin, voilà, il le ferait mal, moi, je le dis beaucoup. Et d'ailleurs, Carbone 4 a lancé un outil qui s'appelle MyCO2, parce que Carbone 4 faisait des plans d'action de folie faits par tous les techniciens et hyper bien pensés, et qu'ils s'apercevaient que dans les entreprises, bon, bah, il y avait que la moitié des trucs qui étaient faits parce qu'on avait oublié l'humain. Enfin, on n'est pas des ordinateurs qui vont faire des algorithmes, enfin, qui exécutent des tâches. Donc, du coup, moi, c'est vrai que, je ne sais pas si la communication ne suffit pas, ça c'est évident. En tout cas, pour faire changer le mode de pensée, c'est un prérequis, c'est le début d'un long chemin sur le changement. Et voilà. Bon, pas forcément la communication dans un sens technique, ça veut dire au métier. C'est vraiment la communication. Oui, tout est communication en fait. C'est vraiment pas que ce côté-là que je cherche en France. Mais il se trouve aussi que, enfin là, il y a quelqu'un qui a fait une normale sud, je sais plus laquelle, qui s'appelle Mathieu Janis, qui est spécialisé dans la communication responsable. Et il y a aussi, alors si on revient sur les communicants, former les communicants, parce que les communicants vont avoir tendance à dire, regardez, je sais pas quoi, au Kyrgyzstan, enfin ça dit peut-être même pas, on a fait une ruche, machin et tout, alors que le reste de la boîte est pas du tout responsable. Donc et ça, c'est assez vite détecté maintenant avec des gens comme ça y est, comme The Planet, voilà. Mais voilà, la communication, c'est compliqué, comme tout ce qui est sujet RSE, parce qu'il faut aussi avoir intégré des compétences pour bien communiquer. Est-ce qu'il y a des questions
Sinon, il y a des chaînes. Ah, Ouais, sur business, il y en a quelques-uns dans la discussion. Qu'est-ce qu'on peut changer concrètement dans l'organisation des entreprises pour réduire l'impact environnemental? Ah, d'ailleurs, Vous avez combien de journées là devant vous là l'environnemental, il y a plein de sujets, mais Alors, dans l'organisation de l'entreprise, Alors, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. je sais pas si c'est. Et aussi Oui. peut-être à l'échelle de Alors, en termes, alors, je sais pas si c'est un sujet pur de l'organisation. Moi, je dirais déjà qu'en termes d'organisation, déjà c'était le débat qu'on avait à tout début avant qu'on soit là, c'est quand même, si dans l'organisation, il y a une direction RSE, quel que soit son nom, l'engagement, je sais pas quoi, mais qu'elle est mise au fin fond de la cave ou à la com, bon, moi je considère que là ça commence mal, quoi. Enfin, voilà, donc à un moment donné, là, deuxième truc en termes d'organisation, si c'est pas sur l'agenda du DG, du COMEX ou du directeur financier, qu'à un moment cette fameuse, ce que tu dis sur la CSRD, la perte extra-financière, ben voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises où on parle pas que de perte financière. Voilà, ça rentre et c'est le bâton. Mais avec la carotte de l'autre côté, qui est que si je veux avoir des financements, il va falloir que je fasse des progrès. Donc ça fonctionne. Enfin, je considère que ça commence et ça devrait fonctionner. Donc moi, il y a un premier indicateur, c'est s'il y a une direction RSE, où est-ce qu'elle est quand même. Bon, ça serait quand même mieux qu'elle soit plutôt dans les zones de décision, à la stratégie, ou carrément à DG, ou carrément voilà. Première chose. Deuxièmement, comment le directeur financier regarde tout ça. Si ça se trouve, c'est chez lui d'ailleurs. Enfin, on ne sait pas, mais parfois, comment il regarde tout ça. Et est-ce que ça se truc. Il y en a qui changent de terme, d'ailleurs. Il ne s'appelle plus direction finance, mais il s'appelle direction performance, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est trucs. Puis après, les vrais changements, c'est si l'entreprise change les choses dans ses process, au sens process industriel, process de supply chain, process de... Voilà, change son business model. Ça, c'est plus l'organisation. Donc... au niveau de l'État, c'est un peu la même chose, c'est que le fait que la planification écologique, par exemple, soit rattachée à la Première ministre, c'est plutôt un bon signe. Alors, on va pas tout le temps lancer de faire non plus, mais voilà, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est rattaché à la tête dirigeante. C'est mieux. Après, dans les deux cas, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être quelqu'un qui fasse la coordination, mais on revient sur des sujets, mais qu'en fait, chaque directeur, directrice des comités de direction de l'entreprise s'approprie les sujets. Enfin, chacun doit parler de RSE sur ces sujets. Si je suis le directeur supply chain, il faut que je parle de RSE. Pas seulement parler. Voilà. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec quelqu'un qui coordonne les choses, parce que sinon les gens vont peut-être pas se parler naturellement. C'est comme ça que je l'imagine. Après, c'est très peu présent, donc j'ai pas trop de preuves que ça marche. C'est plutôt théorique. Je pense qu'en termes d'organisation, il y a une autre chose. Et si nous, on va essayer de le faire. Je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on aimerait le faire. C'est que si on finalise nos engagements et qu'on les exprime à l'interne et à l'externe, il va falloir qu'on rende des comptes sur ces engagements. Donc, l'idée, c'est que on fasse évoluer notre gouvernance, qu'elle soit plus ouverte. Donc, que ce ne soit pas que de gens de l'entreprise. Et donc, qu'on ait un comité RSE ouvert. On va pas avoir dit qui serait dedans, mais voilà. Collaborateurs, certainement. Mais peut-être prof, on ne sait pas, mais en tout cas, on veut l'ouvrir. Et à qui on rendra des comptes. Et on veut, là, l'objectif, c'est qu'on le crée et qu'ils se réunissent 2 fois l'année prochaine pour suivre la réalité de ce qu'on fait. Mais voilà, ça peut être des sujets organisationnels. Mais après, le vrai impact, c'est de changer cette façon de faire. En fait, moi, j'aimerais dire un truc qui est assez brutal. On va rentrer dans un monde d'inconnus et d'aléas. Voilà. On est pire que Christophe Colomb. Personne n'a la... Alors oui, tu dis, c'est pour ça que c'est passionnant. J'avais été parrain d'une promo d'agro, je crois, en 2007, et c'est comme ça que j'avais dit, c'est merveilleux. Vous appartenez à une génération qui va devoir tout redéfinir. Comment on va manger, se loger, etc. Voilà. Ça, c'est le côté positif, parce que, voilà. Mais le côté concret, c'est qu'il faut les organisations qui aillent avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout réinventer si on laisse la réinvention aux mains de quelques-uns, appelons-les les leaders. Donc on reboucle sur un sujet qui est, pour que ça marche, il va falloir que le leader, ça soit chacun d'entre nous, au plus bas de l'échelle. Au sens, aujourd'hui, on voit des échelles, il y a le patron et puis il y a les piou-piou en bas qui sont les... Voilà.
En vrai, moi j'avais été très très choqué. Je vous raconte une petite histoire, mais elle illustre un peu le sujet. J'avais bossé un peu en Pologne, j'arrive plus à dater, ça devait être en 2007 ou 2008. Et il y avait un copain qui était patron du Leroy Merlin de Pologne qui débarquait. Et Leroy Merlin, vous savez, c'est du bricolage. Ils étaient à des années-lumière derrière Castorama, avec 2 enseignes de bricolage. Le mec, il arrive, il dit, il essaye de mettre en place des plans stratégiques avec des consultants et c'est tôle sur tôle. Voilà, Castorama en tête et lui, Leroy Merlin derrière. Et puis, il voit passer un bouquin, c'était Isaac Getz, l'entreprise libérée, qui venait d'écrire ça. Et il dit, bah, c'est pas con son machin, tiens, je vais demander au vendeur qu'est-ce qu'il ferait. Et du coup, il demande au vendeur du Leroy Merlin qu'est-ce qu'il ferait, etc. Et en 6 mois, il remonte plein d'idées qu'il met en place. Le jargon français, c'est empouvoirer, donc l'empowerment des gens. Et finalement, plutôt que de dire c'est moi le chef et vous allez appliquer mes plans stratégiques, il a demandé aux collaborateurs, il les a libérés et il les a positionnés en position de décideur. Et ben c'est vrai, je l'ai vécu, en 3 ans, l'entreprise est passée de très très loin derrière Castorama à très très loin devant Castorama. Tout simplement parce qu'il a été capable de rendre l'entreprise adaptable à ce nouvel environnement. Et cette digression sur le roi Merlin, je vous la transpose dans le monde réel. On ne sait pas de quoi est fait notre avenir, du tout. On va vers un monde d'inconnu. Et qu'est-ce que c'est que le vivant ? Si ce n'est une formidable machine à s'adapter en permanence. Vous connaissez les mutations, la mutagénèse, machin, 10-6, tout ça. Donc on est bien dans une posture où il va falloir qu'on autorise le vivant, nous, individuellement et collectivement, à exprimer cette créativité individuelle et collective pour pouvoir s'adapter à cet aléa permanent. Alors si je mets les pieds dans le plat, aujourd'hui on est dans une situation héritée, qui a plein de vertus, hein, le Fordisme, le Taylorisme, le Lean. Donc on a poussé au bout du bout une certaine logique qui a eu plein de vertus et des moins vertus. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ce monde est à réinventer et il va falloir beaucoup plus s'appuyer sur vous les jeunes et les moins jeunes, hein, sur tout le monde. Mais pour répondre à cette question fondamentale qui a été posée, ça se fera pas avec cette organisation de silos complètement découpés, pyramidales, où on attend du Führer qui nous apporte la vision de l'avenir. Voilà, Führer, c'est le leader, hein, pour ceux qui parlent un peu allemand. Donc on est bien dans une vision qu'on n'assume pas aujourd'hui, d'être toujours dans une espèce d'héritage de l'être suprême. Voilà, c'est Robespierre, hein, la fête de l'être suprême. Donc, il faut sortir de ça, s'appuyer sur l'incroyable capacité du vivant à s'adapter, et donc sur l'incroyable capacité des organisations à devenir vivantes pour s'adapter. Ça s'appelle l'économie régénérative. Voilà, et donc la capacité qu'on va avoir collectivement à donner du pouvoir au terrain, aux organisations, à pouvoir se réinventer pour s'adapter. Oui, mais j'avais pensé aussi que je pense que par rapport au rôle, on évoquait le rôle dans les organisations et le rôle de l'État et ça. Moi, je constate, parce que je travaille un peu sur ces sujets-là en ce moment, que la question des silos qui existaient, donc l'industrie automobile qui regardait dans la fabrication, la réduction de son empreinte, mais qui pensait pas à l'usage. Et en fait, le problème, c'est pas tant il faut réduire aussi les émissions, mais il faut aussi se servir moins de la voiture. Et là, il y a quand même des démarches qui sont lancées depuis quelques mois, qui sont dans une vision, justement, chaîne de valeur. Et quand je disais que nous, on était bien câblés pour ce genre de choses, parce que il faut partir de la matière première jusqu'à le recyclage et la fin de vie des choses. Et là, c'est la première fois, moi, que je vois des acteurs de ces chaînes-là, donc ça fait énormément de monde qu'il faut mettre autour de la table, mais qui sont en train de discuter ensemble. Donc, oui, c'est des réunions, il y a beaucoup de monde, mais ils sont tous là. Du financeur, l'assureur, le fabricant de la voiture, celui qui fournit l'énergie, le loueur de longue durée, pour se dire, ensemble, on a la responsabilité de décarboner cette chaîne. Et comment on fait? Ben pour moi, c'est la première fois. Je vois ça. J'espère qu'on va atterrir, qu'ils vont atterrir. On voit émerger des idées. C'est pas simple, hein, ça se frite, tout ça. Et en fait, ça montre aussi deux choses. C'est que, à la fin, il y a plein de choses qui se passent quand même. Il y a des solutions qui émergent. Donc c'est quand même, quand tu disais qu'il y avait l'intelligence, elle est là, donc il y a des solutions qui émergent. Et la deuxième chose, c'est que par rapport au mur, au retard, j'ose espérer que le mur ne sera pas une autre guerre.
Par contre, le mur, on l'a vécu rien qu'avec les mouvements sociaux et l'absence d'énergie. Hein. J'allais dire, à un moment donné, Ça reste encore gentil. ça reste gentil, non, mais ça reste gentil, mais ça fait déjà shifter des gens sur certains types de comportements par rapport à leur voiture. Moi, j'en vois. Et voilà. Et là, j'allais dire, à l'échelle de ce que c'est sur les transports, quand l'aérien réfléchit, quand le transport maritime réfléchit, quand l'automobile réfléchit, ça, eh ben alors là, le coup de demain, ils n'auront pas tous des biocarburants. Hein. Donc la question, il va falloir trouver des solutions. Donc, bouger différemment, d'où l'usage. Donc, c'est risque matière première, c'est la réglementation et c'est la finance. Mais pour synthétiser tout le monde. Moi, il y a un sujet qui a pas complètement été abordé, c'est le sujet du coût pour les entreprises. Enfin voilà, on a parlé du bâton, de la carotte, de ce qui pouvait motiver une entreprise à entamer cette transformation, à assumer sa responsabilité. Mais ça a quand même un coût pour ne serait-ce que payer l'équipe RSE, un coût pour récupérer les données qui vont permettre d'évaluer sa performance. Et est-ce que avec toute l'expérience en conseil qu'on a autour de la table, vous avez une idée du pourcentage, je sais pas, de marge de chiffre d'affaires qui doit être investi pour avoir le minimum BABA de pouvoir suivre et piloter sa performance RSE dans un groupe international, par exemple? Désolée si je pose la question un peu pragmatique et un peu vaste, mais voilà, je voulais savoir si on a une idée aujourd'hui de ça. Bah, en fait, l'idée, elle dépend toujours de où t'en es en maturité. Le coût n'est pas le même si ça fait 30 ans que tu investis sur le sujet et que ta culture d'entreprise, que tes collaborateurs, que tes systèmes et tes produits sont dedans, versus tu découvres le sujet. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. C'est pas pour faire une référence à une école de prépa, quelle est la hauteur de la scène, voilà, tu vois, c'est pour dire qu'effectivement, la question du coût, voilà, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que à une époque, évidemment, tu es trop jeune pour le savoir, mais il y a eu la question du coût, de la qualité. Oui, voilà. Exactement. Et puis après, il y a eu la question du coût du digital. Voilà. Et puis finalement, à chaque fois, il y avait les résistances. Mais qu'est-ce qui nous emmerde avec ça voilà. On l'a connu. Hein. Il a fallu passer dans des process, des machins. Et puis plus personne aujourd'hui ne conteste l'importance des process qualité dans une entreprise. Plus personne ne conteste l'importance du digital dans une entreprise. En tout cas, ceux qui le contestent ne sont plus là. Et je dirais, donc la logique, elle est évidemment de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça devient un incontournable. Dès lors, c'est un coût à intégrer. Et pour la réponse de est-ce que ça coûte 100 ou est-ce que ça coûte 10 000, ça dépend du niveau de maturité, ça dépend du secteur et ça dépend de l'exposition. Évidemment, intégrer ou faire shifter ton modèle économique, c'est pas la même chose quand tu es sidérurgiste que quand tu es dans la mode. C'est pas la même chose quand tu es une boîte de com ou quand tu es producteur de nitrate. Donc on a aussi des grandes disparités. Donc il n'y a même pas d'ordre de grandeur de pourcentage à donner. Si ce n'est, je pense, des pourcentages qui relèvent de la qualité à l'époque, et ça, je les ai pas, alors, Après, moi, pardon, mais j'ai été dans la qualité, et en effet, il y avait des coûts de la qualité, mais il y avait aussi des coûts de la non-qualité, et donc c'était aussi ça. Et là, c'est pareil, hein, il y a le coût de la RSE et le coût de la non-RSE. Moi, j'ai fait des formations auprès d'entreprises qui étaient dans le bricolage, qui commençaient à avoir des problèmes d'approvisionnement, de volatilité des prix, de recrutement. Et donc, si elles font rien, ces coûts-là, ils vont exploser. Donc, je ne sais pas si en effet, comment faut poser la question. La question, c'est est-ce qu'il faut dire combien ça coûte, mais combien ça coûte de pas le faire. Et là, pour le coup, vaut mieux y aller, hein, que rien faire, parce que notre entreprise, moi, dans cette formation, il y avait une entreprise qui faisait du béton ciré. Et qui n'avaient pas vu venir du tout les histoires de carbone et tout, et là ils étaient en train de couler parce que ils étaient déréférencés de Leroy Merlin, parce que Leroy Merlin a fait toute une stratégie de décarbonation et demande à tous ses fournisseurs de donner leur empreinte carbone. Donc lui, hop, il sortait. Les architectes, c'est pareil, ils doivent lister tout ce qui est carbone, et ils sortaient. Et donc voilà, le coût, c'est qu'il coulait. Donc, pour rebondir là-dessus, je vais vous donner une clé de lecture. Juste, on a un peu dépassé le temps. Une clé. Les abordables. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça n'existe pas ou ça n'apparaît pas, mais l'exemple que tu donnes sur le béton ciré, c'est une clé de lecture. Est-ce que le produit qui est aujourd'hui banal et commun devient demain un produit invendable?
Ou infabricable. C'est l'appareil photo que vous n'avez pas connu, l'appareil photo argentique versus le digital. Il y a une très grosse entreprise qui a failli disparaître parce qu'elle ne croyait pas au digital. On est juste dans des processus d'innovation invendables. Juste rapidement, moi je travaille à l'étranger. C'est des sujets qui m'intéressaient déjà étant étudiante et qui m'intéressent toujours. Je travaille pour une entreprise qui est, se veut leader de la transformation écologique. Je me posais la question par rapport au... Donc on a parlé que chacun un peu s'occupe de soi et arrête de rejeter à la faute de l'inaction aux autres. Mais je trouve qu'on n'a pas parlé au niveau, certes européen, puisque vous êtes en France, mais moi, n'étant pas en Union européenne, même au niveau international, qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est bien beau de mettre des KPIs ou des bâtons et des carottes en France ou peut-être en Union européenne, mais ça n'embarque pas tout le monde et malheureusement, on l'a bien vu, des impacts d'action dans un coin du monde impactent à l'autre bout du monde et la connexion ne se fait pas toujours ou n'est pas toujours évidente et n'est pas forcément communiquée de manière évidente non plus. Donc, est-ce qu'il y a en ce moment des réflexions à ce niveau-là, sachant qu'il est effectivement très compliqué de mettre tout le monde d'accord, surtout avec les lobbies qu'on a actuellement à tout niveau politique. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou des choses que vous avez pu voir au courant des dernières années se mettre en place? En très très court, ISO 26 000. J'ai entendu une phrase un jour qui m'a marqué, c'est que le gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de leader du monde. On a l'ONU, on pense que l'ONU fait. Donc en fait, c'est dommage effectivement qu'il y ait personne qui chapeaute le monde entier. C'est pas demain matin que ce sera le cas. Donc, mon espoir, pour te répondre très concrètement, c'est que si l'UE demain met la barre haute, comme c'est l'un des 3 principaux marchés mondiaux économiques, les 2 autres peuvent quand même, j'espère, suivre, en tout cas suivre en partie. S'il y a une taxe carbone aux frontières de l'UE, tout ce que l'Asie du Sud-Est notamment nous vend, ça devrait les faire bouger un peu quand même. Et s'ils bougent pour nous, est-ce qu'ils vont pas bouger aussi pour le marché nord-américain? C'est un exemple très concret, c'est un peu mon espoir. Exemple concret, taxe carbone aux frontières de l'UE. Nous, on bosse dans AXA Climate, on bosse dans une 40aine de pays au moins sur l'assurance. Donc je peux tenter de te répondre de manière concrète. En fait, oui, il y a des différences culturelles, ça a été dit tout à l'heure, fondamentales, qui font que on n'a pas le même niveau d'appréhension des sujets, ça c'est certain. Mais la bonne manière de prendre, je pense que c'est celle que AXA Climate a pris, c'est-à-dire qu'on commence par les sujets d'adaptation, qui encore une fois sont des sujets concrets, des problèmes d'approvisionnement en eau au Brésil ou en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, des problèmes de tornades aux États-Unis ou de submersion. Enfin, tout ça, c'est universel et c'est pas une question de culturel, c'est factuel. Voilà. Et à partir de là, tu détricotes le sujet en disant oui, mais en fait, si ton usine a les pieds dans l'eau de plus en plus, ou si ton usine, tu dois l'alimenter avec des camions d'eau, en fait, voilà la tendance. Et donc, on tire le fil d'Ariane à partir des camions d'eau qui alimentent l'usine au Brésil. On en vient à questionner le modèle économique, à questionner la responsabilité et l'impact. C'est pas légal, c'est pas culturel, c'est une autre manière de faire. Maintenant, c'est beaucoup plus concret, mais aussi c'est à discrétion de la perception du risque. Et puis, tu as des gens qui peuvent dire, aujourd'hui, j'ai 3 semaines de camion d'eau par an pour mon usine. Si j'ai 3 mois, je gérerai, ça passera dans les coûts, pour renvoyer à Solène tout à l'heure. Mais il y a quand même là aussi, sur la perception du risque climatique, ça a été dit tout à l'heure par Anne-Laure au niveau de l'automobile. Voilà, aujourd'hui, toutes les supply chains se posent la question au niveau mondial de comment on fait. Ça, c'est une vraie nouveauté, c'est une vraie avancée, avec des vrais éléments factuels de mesure et d'évaluation du risque, et donc des vrais questionnements sur le modèle économique. Après, moi, je rajouterais qu'on peut penser ce qu'on veut de la grande finance, et malgré tout, il y a besoin de financement, d'investissement et de soutien aux investissements. Et là aussi, on voit quand même que les régulateurs dans ce monde-là, en tout cas vis-à-vis des institutions financières, des sociétés d'investissement et de gestion, commencent à mettre aussi des prérequis, des règles, essayent d'harmoniser des indicateurs. C'est pas le cas pour l'instant, mais les grandes banques travaillent à des modèles, ils travaillent ensemble, et à un moment donné, il va bien y avoir force fera loi, je sais pas comment on dit, ou nécessité fera loi. Voilà, à la fin, l'argent il circule, et donc à un moment donné, c'est aussi un driver d'harmonisation à l'échelle monde. À l'échelle monde.
Bah, du coup, on revient au fait qu'on est un peu obligé de se retrouver avec des répercussions négatives pour réagir, en fait. On peut pas, enfin, je sais pas si c'est à la même de l'homme, mais se prendre le mur, bah, en fait, on s'est déjà pris un petit mur. Et c'est là où les gens réagissent. Et malheureusement, on se retrouve à avoir des catastrophes qui nous impactent pas, nous, en France, mais qui impactent directement et qui tuent pas mal le monde. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à réagir avant, qu'on soit obligé de tirer le fil d'Ariane, mais qu'une fois qu'une catastrophe est arrivée, d'une ampleur suffisante pour qu'elle soit relayée en communication, puisqu'évidemment en France, on ne s'intéresse pas forcément à l'actualité japonaise, à moins qu'on ait un grand tsunami ou une activité nucléaire un peu suspicieuse. Non, mais voilà, c'est des choses, tant que ça ne touche pas dans notre vie quotidienne. Je vois pas, comme tu disais, l'instance de l'ONU, mais je vois pas une instance qui permet d'avoir à la fois ce pilier économique, politique et sociétal pour faire la connexion entre quelque chose qui s'est passé au Brésil et ben en fait c'est un impact d'une société française qui est basée en France et qui en fait va tout mettre sous le tapis et personne ne l'a jamais relevé ou tirer le fil d'Ariane suffisamment pour revenir. Donc je trouve ça dommage et je pense que ça serait bien d'avoir un brainstorming un peu de quelle instance ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller one step forward, un peu plus loin et pas forcément faire que dans notre coin, essayer de faire ensemble plutôt que chacun de son côté. Bonne question. Tu bosses où? Tu bosses où? On veut savoir. Au Japon? Au Japon? Je ne travaille pas au Japon. J'ai la chance de travailler à Londres. Et grâce au Brexit, nous faisons plus partie de l'Union européenne, donc nous avons aussi toutes ces questions et ces changements. Donc c'est très intéressant de voir. Et je travaille pour Veolia, qui donc se permet de vouloir être le leader de la transformation écologique. Je ne me permettrai pas d'avancer qu'ils le sont, mais même s'ils souhaitent travailler dessus, je vois quand même des freins. Et notamment, la politique de RSE en pays anglophone n'est pas la même, je pense, que celle en France. Et on voit tout de suite les limites et ce sur quoi il faut se battre et peut-être être un peu plus challengeant et se permettre de poser les questions et ne pas accepter des choses qui se font parce qu'elles se faisaient. Et on parle beaucoup de supply chain, mais la supply chain se met juste à regarder parce que il y a eu une communication, il y a eu quand on voit le textile qui est envoyé en Afrique, qui se retrouve dans des décharges à ciel ouvert, quand il y a des journalistes qui font de la recherche dessus, à ce moment-là, oui, ça pose une question, donc les entreprises réagissent. Mais il y a toujours besoin d'avoir malheureusement un point de... Enfin, c'est terrible, je sais pas si c'est la nature humaine ou pas, mais nous, en tant qu'agro, ayant déjà un peu cette sensibilité, j'espère qu'on arrivera à être un peu plus... C'est notre cerveau qui est comme ça. Ouais. Sauf le nôtre en général, c'est notre chance. Ouais, non, mais le cerveau est fait pour les trucs. Merci beaucoup pour votre temps. Parce que on a quand même pas mal dépassé le temps, mais vraiment, c'est vraiment un sujet très large. La RSE est vraiment, comme j'avais tout à l'heure, on pourra parler pendant des heures, mais on est quand même un peu limité par le temps. Donc, merci Hélène et à tous les intervenants pour votre intervention. C'était vraiment très riche et intéressant, vraiment, je pense, pour tout le monde, étudiant ou alumni présent dans le public ou en distanciel. Donc, si vous voulez poursuivre vos réflexions sur la RSE, vous pouvez rejoindre le groupe agro-durable d'Uniagro. Donc, cela conclut la table ronde de la soirée. Donc, en présentiel, ici, la soirée va se poursuivre autour d'un buffet où vous pouvez partager, discuter de manière conviviale avec les intervenants. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.